Le terrorisme aujourd'hui est bien plus important que le terrorisme du 11 septembre. Nous avons plus de 18 000 terroristes étrangers connus sur le sol américain. Ils collectent de l'argent. Ils mènent des opérations d'influence et médiatiques, surveillent, et les gens doivent connaître la vérité. Sarah Adams, ancienne agente de ciblage de la CIA et conseillère en menaces mondiales, explique comment les États-Unis pourraient être plus vulnérables que jamais à une menace terroriste. Le 11 septembre, Al-Qaïda comptait 5 000 membres. Aujourd'hui, dans le monde entier, ils en ont plus de 200 000. Il y a des cellules dormantes aux États-Unis. Ce n'est pas vrai que les terroristes n'ont pas essayé de nous attaquer. Oui, ils l'ont fait. Nous les arrêtons à chaque fois. D'accord, j'ai officiellement peur. Donc, ça me rend vraiment nerveuse que la vigilance disparaisse. On relâche la sécurité, on relâche le contre-espionnage. Est-ce qu'on devient plus vulnérable? On ne peut pas vivre dans la peur, mais en connaissant les menaces qui existent, on peut s'y préparer. Tu veux venir dans mon pays? Tu veux être dans mon quartier? Vas-y, essaie. Ce sera une mauvaise journée pour toi. Bonjour, je suis Maïm Bialik Et je suis Jonathan Cohen. et bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans la collecte de renseignements nationaux, le terrorisme, le rôle de l'Iran dans la politique mondiale et l'avenir des conflits mondiaux. Nous explorerons aussi les forces qui façonnent le monde, souvent invisibles pour beaucoup. Notre invitée aujourd'hui est Sarah Adams. Elle est l'animatrice de The Watch Floor et elle a été officier de ciblage à la CIA ainsi que conseillère en menaces mondiales. Elle a travaillé au centre antiterroriste de la CIA à la division Proche-Orient et à la division des opérations en Iran. Elle a conseillé la Chambre des représentants des États-Unis sur la sécurité nationale, puis dirigé la recherche et le développement du département de la Défense pour moderniser le renseignement et développer les capacités opérationnelles. Elle a vécu en Libye pendant de nombreuses années et a écrit Benghazi, Know Thy Enemy, une enquête sur une affaire non résolue. Sarah va parler des menaces actuelles auxquelles les États-Unis sont confrontés, de ce que nous avons mal fait, de nos vulnérabilités et de la façon dont nous pouvons inverser la tendance. Nous allons parler du retour de la chaussure piégée, de la façon dont les terroristes ont mis au point une bombe invisible et du fait que le prochain 11 septembre est déjà en préparation. Mais il ne s'agit pas seulement d'une conversation sur le terrorisme. Il s'agit aussi de la façon dont nous pouvons être manipulés, du rôle de la propagande, du conditionnement psychologique, des opérations de renseignement. Quels sont les récits véhiculés par les médias qui influencent notre vision de notre rôle dans le monde et le chaos mondial est-il orchestré par des forces dont la plupart d'entre nous ignorent même l'existence? C'est un plaisir d'accueillir dans l'émission Sarah Adams. Explique-nous tout. Merci de m'avoir invité. Commençons par là. Sarah, tu dois être l'âme des soirées cocktails, non? J'imagine que tous veulent te questionner sur tes domaines d'expertise. Oui, on me pose souvent des questions, mais elles sont toujours un peu folles. Tu te dis que ça devrait juste rester dans ta tête. Vas-y, j'aimerais bien les entendre. Qu'est-ce qu'on te demande, en général, de quoi les gens te parlent quand ils apprennent que tu es Sarah Adams? Ils font des trucs bizarres. Par exemple, dans ma ville, il y a eu un enlèvement par la CIA dans les années 60. Tu es au courant? Ou alors ils vont dire, on avait une base secrète de la CIA dans notre ville. Donc c'est toujours des histoires étranges, des légendes locales ou quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment drôle. Peux-tu expliquer aux gens dans quel domaine tu es experte? Tu sais, évidemment, tu es analyste, tu es conseillère. Tu as occupé un poste très élevé et vraiment, vraiment important au sein de notre gouvernement à un moment incroyablement crucial de notre histoire. Qui es-tu et que fais-tu? J'ai l'impression de ne pas être experte en quoi que ce soit. J'ai juste beaucoup de bon sens. Mais pendant des années, j'ai travaillé bien sûr sur le terrorisme, j'ai travaillé contre l'Iran. Donc, j'ai fait un mélange de géopolitique, j'ai fait beaucoup de travail humanitaire, mais je suis juste ce genre de personne. J'ai grandi dans le Midwest, je parle à tout le monde. Je suis vraiment douée pour aller chercher des informations auprès de n'importe quelle personne sur Terre parce que je pense simplement qu'au fond, on se parle tous d'humain à humain. Donc, je suis surtout connue pour aller sur le terrain, recueillir des informations et ensuite les partager avec le public parce que j'ai l'impression qu'on ne fait pas beaucoup pour transmettre au public ce qui se passe. Je veux dire, ça me frappe, si je te voyais au supermarché, je me dirais, c'est une femme. Je ne penserais pas forcément que c'est quelqu'un qui opère au plus haut niveau, tu sais, du gouvernement, de la lutte antiterroriste et du renseignement.
Est-ce que ça fait partie de ta façon d'obtenir des informations? Est-ce qu'il y a une sorte de familiarité que tu arrives à instaurer? Avec tout le respect que je te dois, si je te voyais travailler dans le magasin du coin, je penserais, elle est sympa, c'est Sarah, non? Je ne dirais pas, on dirait qu'une analyste du renseignement de la CIA travaille dans mon magasin du coin. Qui défend l'Amérique contre les menaces et trouve des informations sur des adversaires qui pourraient vouloir nous faire du mal. C'est ça qui est intéressant. Les gens supposent que tu vas avoir un certain look, j'imagine, parce qu'ils ont vu des films. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les films d'espionnage, mais ils ne comprennent pas que tu es comme tout le monde. La plupart des gens de l'agence que j'ai rencontrés, surtout les femmes, viennent aussi de petites villes et ont eu la même enfance que moi. Elles étaient amies avec tout le monde. Elles ont grandi dans des quartiers où on ne fermait pas les portes à clé. C'est vraiment très intéressant. Nous n'avons pas grandi dans des environnements où nous avions peur, d'aucune manière. Donc, je pense que nous abordons aussi les choses différemment. Nous sommes plus à l'aise pour aller vers les gens. Même lorsque nous avons mené notre enquête sur la Libye, j'ai dressé une liste de Libyens à contacter et je leur ai simplement posé quelques questions. J'allais être directe, n'est-ce pas? Je suis Sarah Adams, ancienne de la CIA. Mes amis sont morts ici. Chaque personne que j'ai contactée a été au moins serviable, même si elle ne connaissait pas la réponse. Elle disait, je peux trouver quelqu'un qui pourra vous aider. Et donc, c'est vraiment intéressant. Les gens sont bons. Les gens veulent t'aider. Et je pense que c'est partout dans le monde. Je crois qu'on l'oublie parfois parce qu'on ne voit que la version médiatique du monde. On ne voit pas la vraie vie. Quelles étaient les compétences que tu avais quand tu étais jeune et que tu vois maintenant comme ayant fait de toi une bonne candidate pour le type de travail que tu fais en ce qui concerne la collecte d'informations? En plus, tu sais, je pense que tu es modeste. Ce n'est pas juste du bon sens. C'est être capable de relier différentes informations qui, dans de nombreux cas, indiquent une menace. Qu'est-ce qui, chez Sarah, qui faisait de toi une bonne candidate pour le genre de poste que tu as fini par occuper? Oui, je veux dire, je pense que la meilleure qualité, et je crois que la CIA recherche beaucoup cela, c'est d'être débrouillarde. Parce que le truc, c'est que quand tu es à la CIA, tu échoues tout le temps. D'abord, tu es à l'étranger et c'est le chaos. Personne n'arrive à l'heure. Les gens disent oui alors qu'ils pensent non, car ils n'osent pas refuser. Rien ne se passe comme prévu. Donc, tu ne peux pas te laisser gagner par la frustration quand tout s'effondre parce que tu dois recommencer, le refaire et continuer jusqu'à ce que tu arrives là où tu dois être. C'est vraiment très important. Une autre chose, comme tu l'as dit, c'est la capacité de relier les choses et de comprendre comment elles sont liées, mais il ne faut pas non plus relier les choses juste pour le faire. Tu sais, il y a beaucoup de gens, comme tout le monde appelle ce numéro de téléphone. Oui, tout le monde appelle ce numéro car c'est la seule pizzeria de ma ville. Le livreur ne va pas nous relier à tout le réseau. Donc, il faut un peu de bon sens, mais il y a des gens qui veulent toujours trouver une réponse rapidement et il faut être patiente. Tu dois faire ces erreurs. Tu dois savoir que les gens te mentent et simplement le comprendre, puis suivre le courant quand ça arrive. Je fais juste une liste des qualités que je suis censée avoir. La patience, ce n'est pas pour moi. Non, il secoue la tête. Aussi, quand les choses tournent mal, elle n'aime pas ça. Je brûle tout, je réduis tout en cendres. La patience, le côté débrouillard, la capacité à encaisser les coups, ce sont de bonnes qualités. Être amical, ce n'est pas mon cas. Je ne viens pas du Midwest. Ma famille vient de New York. On est sympa avec personne. C'est vrai. Tu viens d'échouer à ton examen d'entrée à la CIA. Je pense qu'il est plus probable que je sois une personne que Sarah enquête plutôt que celle qui mène l'enquête. Ouais. Oh oui, les New-Yorkais? Pas possible. Parle-nous un peu du détecteur de conneries que tu dois avoir, parce que je suppose que même si les gens sont sympathiques, il y a aussi des gens qui te mentent tout le temps. Et tu sais, tu parles de bon sens, mais je pense qu'il y a un sixième sens qui entre en jeu, où tu vois ou ressens quelque chose que les autres ne perçoivent pas, ce qui te pousse à vouloir découvrir la vérité. Oui, le plus simple, c'est quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, car tu peux établir une base de référence et remarquer quand quelque chose en sort. C'est le plus facile, mais tu n'as pas toujours ce luxe. Donc, si tu ne passes pas beaucoup de temps avec une personne, à mon avis, tu ne peux pas simplement le déterminer toute seule. Tu dois recueillir d'autres informations. Par exemple, je connais de nombreuses campagnes de tromperie d'Al-Qaïda. Donc, il y a certaines choses, quand les gens me disent quelque chose, je me dis, oh, tu sais, je sais que c'est le langage qu'ils enseignent à leurs recrues. Je sais que c'est comme ça qu'ils formulent les choses. Je sais que c'est comme ça qu'ils essaient de leur vendre ça. Donc, il faut un peu des deux.
passer autant de temps que possible avec la cible et puis avoir autant d'informations que possible sur la façon dont l'ennemi veut vous tromper. Donc, il y a comme une petite ampoule qui s'allume quand ça arrive. Parlez-nous de certaines de ces campagnes de tromperie. Qu'est-ce que vous surveillez? Oui, je veux dire, l'une des plus simples consiste simplement à minimiser l'importance de quelqu'un. Et cela a d'ailleurs été fait de façon très célèbre dans le film Zero Dark Thirty. Donc, vous savez, on est dans le monde d'Hollywood. Mais je ne sais pas si tu te souviens quand Maya cherchait Oussama Ben Laden. Elle interrogeait des détenus. J'ai passé le début en avance rapide, mais elle est vraiment impressionnante. Je n'ai pas aimé cette partie. Je n'aime pas ça non plus. Et elle remarque que plusieurs détenus qualifient ce messager de très important et disent qu'il est toujours avec Ben Laden. Puis un gars dit, c'est un type sans importance. Pourquoi tu poses même des questions sur ce type? Et elle a dit, c'est bizarre parce que 3 personnes ont dit qu'il était important et une personne a dit que c'était un type sans importance, non? Donc c'est vraiment intéressant. Quand ils minimisent quelqu'un, une autre chose qu'ils aiment faire, c'est simplement te dire que les gens sont morts. Je sais que c'est fou, mais ils déclarent souvent des gens morts. Le gouvernement américain compte ainsi des terroristes soi-disant morts qui ne le sont pas. Attends. Donc tu dois t'impliquer. Attends, Sarah, ils disent que des gens sont morts, mais ils ne le sont pas, ou ils pensent qu'ils sont morts, mais ce n'est pas le cas. Ils disent qu'ils sont morts, puis ils te disent qu'il a été tué lors d'une frappe américaine. Alors les Américains se disent, wow, wow, on a eu ce type. Qui l'aurait cru? Et ensuite, ils se félicitent eux-mêmes. Certains sont promus ou changent, mais lui reste bien vivant. C'est un autre énorme problème. Et puis, l'une des choses les plus simples, comme tu peux l'imaginer, c'est qu'on te paie pour donner des informations. Beaucoup de colporteurs d'informations peuvent travailler pour plusieurs gouvernements et te disent seulement ce que tu veux entendre. C'est assez drôle. Je travaillais sur le numéro 2 des talibans et un gars en Afghanistan disait l'avoir rencontré. J'ai dit qu'il ne savait rien sur lui. Donc, j'ai capturé ce numéro 2 et j'ai envoyé la photo et il n'a pas pu identifier la photo d'un gars qu'il rencontre tous les mois. Alors, j'ai dit, je t'avais dit qu'il n'avait jamais eu d'informations. Ce sont des infos bidons. Et il disait, eh bien, on a de si bonnes évaluations sur tous ces rapports. On le garde. Donc, ils ne l'ont même pas viré. Ce ne sont que des infos bidons. Donc, il faut aussi être capable de passer à travers tout ce bruit, tu sais, et vraiment déterminer quelles sont les informations de qualité. Tu as dit l'avoir capturé? Oui, le numéro 2. J'aimerais pouvoir capturer l'agent car il est pire. Si quelqu'un te ment pendant des années, ça détruit ta collecte d'informations. Sarah, tu en parles si naturellement, comme si tu disais j'ai fait un cheesecake, j'ai capturé le numéro 2. Comment tu l'as capturé? Alors, c'est vraiment drôle. Et c'est pour ça que des erreurs arrivent dans la vie. On fait tous des erreurs. Il était le meilleur. Il était comme dans les films. Dans les films, il reste 9 secondes au téléphone puis raccroche. Il faisait toujours ça, donc impossible de le retrouver. Eh bien, il est parti dans une autre ville pour un voyage et son fils a volé son téléphone portable et l'a allumé. Non. Adolescent, un adolescent. Il prend le téléphone, se balade avec pendant 2 jours, puis rentre à la maison avec. Nous l'avons localisé. C'était vraiment drôle, non? Heureusement, tout était déjà prêt. Nous étions prêtes à ce que cela arrive. Mais c'était vraiment de la chance qu'un enfant ait fait ça à son père. Et cela est réellement arrivé à un haut dirigeant du Hezbollah. Son enfant a publié, je crois que c'était sur Facebook, et on va à cet endroit. Et ils avaient cherché son père pendant 15 ou 20 ans. Donc parfois, c'est la famille qui gâche tout pour ces hauts responsables terroristes. Ce gamin va être sévèrement puni. Oui, le plus drôle, c'est que j'ai rencontré le terroriste, on en a parlé et il a ri. Il n'en voulait donc pas à son fils, ce qui est plutôt positif. Il nous ressemble un peu. Comment peux-tu ne pas en vouloir à ton fils de t'avoir fait attraper par le gouvernement américain après avoir échappé à la capture pendant des années? Je ne pense pas que les enfants pensent à ça. Donc, La désinvolture, tu sais, avec laquelle tu parles de ton travail, n'est-ce pas? J'essaye de t'imaginer, tu sais, en train de rencontrer ces terroristes de haut rang. Et tu sais, j'ai vu beaucoup de films qui montrent ce genre de choses. Et maintenant, je ne vais imaginer que toi, tu sais, quand je verrai ces films. Mais je me demande si tu pourrais en parler un peu. Tu sais, on vient d'une culture très différente, non? Par rapport à beaucoup des pays avec lesquels tu traites. C'est-à-dire, tu sais, l'Occident est différent et le Moyen-Orient a sa propre culture. Et puis chaque pays a aussi sa propre culture, tu vois? Qu'est-ce que ça fait pour toi, tu sais, en tant que femme occidentale, libérée, laïque, tu vois?
Comment se passe cette interaction? Tu sais à quoi ça ressemble d'instaurer la confiance? Comment construit-on une relation de confiance? Et est-ce qu'il y a des situations où les gens ne te prennent pas au sérieux? Oui, c'est une très bonne question. D'abord, on te dit que ça va se passer d'une certaine façon et puis parfois c'est le cas et parfois non. On m'a dit qu'en rencontrant un détenu, ils sont si extrêmes qu'ils ne te regardent pas, ne répondent pas à tes questions et te traitent comme si tu étais invisible. C'est arrivé la première fois puis plus jamais. Donc, tous les autres ont interagi avec moi. Ils étaient curieux, ils étaient intéressés. Et beaucoup d'entre eux, comme tu peux l'imaginer, n'avaient jamais rencontré de femme occidentale. Ils n'en avaient jamais regardé une dans les yeux. Ils n'avaient jamais vu l'une d'elles leur rire au nez. C'est quelque chose de très intéressant à observer. Une autre chose, c'est que lorsque tu es dans cette situation, c'est déjà une situation inconfortable parce que tu es en position de pouvoir, n'est-ce pas? Eux, ils sont de l'autre côté. Ils sont en détention. Donc, tu dois toujours faire attention dans ces discussions. Même si tu dis, je crée un lien. Vraiment, j'ai une personne devant moi qui a été influencée toute sa vie. Il a convaincu des gens de se faire exploser. Ce n'est pas comme si j'étais assise en face de toi en train de faire de la magie mentale. Donc, tu dois aussi être honnête sur tes capacités et sur la personne que tu as en face de toi. Et ensuite, ça dépend de qui c'est. Donc, si tu as quelqu'un, comme dans ce cas, il était très intelligent. Il voulait savoir si tu savais qui il était. Il voulait savoir si tu faisais attention. Il voulait du respect. Tout le monde n'est pas comme ça, mais ça dépend de la personne en face de toi, de la façon dont tu interagis avec elle. C'est un peu comme connaître ton public. Tu sais, ben, j'ai déjà été face à des terroristes qui n'étaient pas du tout intelligents. Ils n'arrivaient même pas à reconnaître leurs propres photos. Donc, il y a vraiment un grand écart, tu sais, quand tu leur parles. J'aimerais parler un instant de la prime parce que tu as décrit ton rôle, mais je ne pense pas que les gens réalisent vraiment que, tu sais, tu te mets vraiment en danger. Tu es connu dans ce milieu. Peux-tu parler un peu de cette prime et l'expliquer aux gens? Oui, quand j'étais à la CIA et que je rencontrais des terroristes, j'utilisais un faux nom. Donc, ils me connaissaient comme l'américaine. J'utilisais littéralement le nom Becky. Je l'ai juste choisi au hasard. Je veux dire, maintenant, il y a Becky aux beaux cheveux, mais elle n'existait pas à l'époque. Donc, ça m'était égal, tu vois. Je n'allais jamais recroiser ces gens ou interagir avec eux à nouveau. Et maintenant, je ne fais plus partie de la CIA. Tous les terroristes que j'ai capturés ont été relâchés. Maintenant, je suis une personnalité publique alors qu'avant, j'étais discrète, donc ils me connaissent tous. Le numéro 2 dont j'ai parlé, il a en fait mon livre. Donc, c'est assez drôle maintenant parce qu'ils savent qui je suis. Certains m'en veulent et d'autres non. Mais oui, j'ai cette étrange prime sur ma tête. J'ai plusieurs choses. Il y a un complot d'assassinat. Ça m'inquiète beaucoup plus. Mais il y a cette drôle de prime en Irak lancée par le Hezbollah irakien. C'est le groupe auquel appartenait le type qui vient d'être arrêté. Tu sais, ils ont arrêté ce terroriste en Turquie et ils l'ont amené aux États-Unis et ils complotaient contre Ivanka. Donc, c'est le même groupe terroriste. Au début, c'était quelque chose d'insignifiant. C'était environ 15 000 dollars, mais tu peux venir vivre en Irak et puis ça n'a cessé d'augmenter. La dernière fois, il y a quelques mois, c'était autour de 350 000 dollars américains. C'est un peu comme une cagnotte de loto. C'est assez drôle. Ce n'est pas drôle, Sarah. Ce n'est pas du tout drôle. Je ne pense pas que ce soit une super affaire. Tu reçois 350 000, mais tu dois vivre en Irak. Je ne sais pas qui accepterait ça, mais j'ai des personnes beaucoup plus haut placées qui se concentrent sur moi et ce sont elles qui m'inquiètent. Parlons-en un instant. Tu as mentionné en décrivant la prime qu'il y a un complot d'assassinat. Nous prenons cela très au sérieux. Maïm ne pourrait plus dormir en sachant que quelqu'un a tweeté quelque chose de méchant sur elle, sans parler d'une prime sur sa tête. Dire qu'un terroriste t'en veut, c'est presque un euphémisme. Encore une fois, on plaisante, mais ce sont des gens qui ont fait de la destruction de l'Occident leur mission de vie et qui encouragent les gens à se faire exploser. Pouvez-vous décrire un peu ce qu'est ce complot d'assassinat? Comment cela s'est-il produit et qu'en savez-vous? Oui, je veux dire, c'est très simple. Les terroristes s'inquiètent que des gens se mettent en travers de leur chemin. C'est la meilleure façon de le dire, n'est-ce pas? Ils diffusent de la désinformation. Ils ont tous ces complots à venir. Et certaines personnes découvrent ces complots et en parlent. Et je fais simplement partie de ces personnes. Donc, chez Al-Qaïda, pour faire court, ils ont une commission militaire. Et tout ce que ce groupe fait, c'est planifier toutes les opérations pour leur organisation, d'accord? Dans le monde entier. Donc, c'est de là que vient le complot contre moi.
Et donc, c'est pour m'assassiner, vous savez, ici chez moi. Nous avons donc constaté une surveillance terroriste ici et ce genre de choses. Donc, c'est déjà bien avancé. Mais encore une fois, c'est juste pour éliminer quelqu'un de l'équation, quelqu'un qu'ils pensent pouvoir gêner leur plan opérationnel, parce que c'est ce qu'ils font. Ils essaient de menacer et de faire du mal aux gens. Donc, à l'époque où j'étais en Libye, il y avait un assassinat chaque jour. Et c'est presque devenu quelque chose auquel on ne faisait plus attention. Mais si vous preniez le temps de regarder qui avait été assassiné, c'était un policier, un juge, une militante. À cette époque, ils ont commencé à s'en prendre à ces militants pour la paix, qui seraient aujourd'hui des influenceurs, et ils les éliminaient. Donc, si vous regardez systématiquement qui ils éliminent, c'était toute personne qui pouvait les empêcher de prendre le contrôle, vous savez, dans cette région. Et malheureusement, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils éliminent aussi, vous savez, leurs ennemis. Vous n'avez pas besoin d'être le président des États-Unis. Quel type de surveillance avez-vous constaté chez vous qui, vous savez, vous a mis la puce à l'oreille sur le fait que cela se produisait? C'était drôle. Enfin, pas vraiment. Je vois que vous ne trouvez pas ça amusant. Il faisait froid ce jour-là. Ici, on n'a jamais froid. Donc, j'étais tout emmitouflée. Et puis, j'ai senti ce camion arriver très, très lentement. Le plus drôle, c'est que quand je les ai regardés et qu'ils m'ont regardé, j'ai pensé, oh là là, tu sais, ce sont des Libyens. Ils se sont dit, oh là là, c'est Sarah Adams, elle semble folle. Le plus drôle, c'est qu'ils surveillaient ma maison, mais ils ont tourné au coin de la rue alors que je n'étais même pas chez moi. Et on s'est vus mutuellement et on a toutes les deux été choquées de se voir parce qu'on ne s'attendait pas à se croiser. Donc, c'était un de ces trucs, c'était juste ça. Ils n'étaient pas prêts. Donc, c'était bien pour moi. Mais oui, je ne ressemblais pas à moi-même. J'étais complètement cachée. J'avais un sweat à capuche, de grosses lunettes. J'avais genre 3 hauts sur moi. Donc oui, c'était juste une situation bizarre. Donc c'était plutôt bien. Je suppose que j'étais un peu en costume ou déguisée d'une certaine façon, mais c'était genre, oh mon Dieu, c'est réel. Parce qu'on m'avait dit que ça se passait. On m'avait donné des infos sur ce qu'ils savaient, sur ma maison et mon chien. Donc je savais qu'ils le faisaient, mais c'était la première fois que j'en voyais un et le regardais dans les yeux. Je pense qu'on peut ajouter à la liste des caractéristiques nécessaires pour être quelqu'un comme Sarah Adams. Tu sais, moi, je me ferais pipi dessus dans la rue. Tu vois, ça me ferait complètement paniquer. Elle a parfois peur en me voyant dans le couloir. Et je sais que tu es dans la maison, c'est ça. Et moi aussi, je suis comme ça. Est-ce que on t'a appris des techniques pour gérer les menaces et le danger autour de toi? Parce que tu vois, j'ai peur rien qu'en voyant un camion passer, alors que personne n'essaye de me tuer. Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu réfléchis à la menace qui pèse directement sur toi? Oui, donc j'ai une grande tolérance. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on m'a appris, c'est quelque chose que j'ai appris parce que, tu sais, j'ai vécu au Pakistan, en Libye. J'ai vécu dans des environnements où ça arrivait tout le temps. Par exemple, quand j'étais au Pakistan, chaque fois que j'étais à un poste de contrôle, je me disais, ça pourrait être le jour où ça explose. Donc, je me suis habituée à être dans ce genre d'environnement au point d'avoir une perception différente de la menace ou de la peur. Et puis, on apprend différentes façons de l'atténuer, vous savez, parce qu'au bout du compte, ils nous traquent, mais moi aussi, je les traque. Je veux dire, c'est un jeu du chat et de la souris. Je ne suis pas là, terrorisée comme une victime sur la défensive. C'est plutôt, allez-y, venez. Tu veux venir dans mon pays, tu veux venir dans ma ville, tu veux être dans mon quartier, bonne chance. Si tu mets un pied sur ma pelouse, ta journée va mal se passer. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord, j'ai officiellement peur de Sarah. Beaucoup de gens aussi. Canalise cette énergie quand tu me vois dans le couloir et pense, c'est mon couloir. C'est une perspective vraiment intéressante parce que, tu sais, une autre caractéristique, tu sais, que j'ai, je me mets souvent en mode victime, n'est-ce pas? On me fait subir ça. Je suis en position de faiblesse, moins intelligente ou douée qu'eux. Je dois me faire plus petite, j'ai juste envie de disparaître. Ce n'est pas une compétence utile. Tu sais, tu as cette capacité qui, tu sais, s'apprend en partie, mais aussi, tu sais, on a parlé plusieurs fois avec Andrew Bustamante. Tu sais, il y a quelque chose dans la personnalité des gens capables de travailler dans ces situations qui favorisent ce genre de profil. Mais j'aime vraiment cette idée, surtout en l'entendant, tu sais, de la part d'une femme, que je ne suis pas obligée de me contenter d'avoir peur, tu vois? Oui,
Et je vais être honnête, je veux te dire quelque chose. Donc, la personne qui planifie mon assassinat est 1000 fois plus intelligente que moi et c'est vraiment drôle. Alors, j'ai contacté, tu sais, des gens en Libye et j'ai dit, hey, ce terroriste, tu sais, il est en Afghanistan, mais les Libyens le connaissent, ils me ciblent. Je veux dire, tu sais, quelque chose d'important au FBI à son sujet. Comme ça, ils le prendront au sérieux. Et donc, ils ont dit, dis-leur qu'il a réussi à assassiner 400 personnes dans la ville de Benghazi. J'ai dit, parfait. Je le dis donc au FBI et ils me répondent, on reçoit sans cesse des menaces contre le commandant du CENTCOM. C'est comme s'il n'écoutait même pas. Donc, c'est vraiment, vraiment drôle aussi parce qu'on a des gens qui n'écoutent tout simplement pas et qui ne veulent même pas essayer de comprendre certains de ces acteurs de menaces. Dans de nombreux cas, ils sont plus intelligents que nous. Ils ont mené des opérations militaires partout dans le monde. Ils ont influencé des milliers de personnes à rejoindre cette vie folle où ils font littéralement du mal aux gens pour gagner leur vie. Donc, c'est une sorte de dichotomie très intéressante entre la façon dont, vous savez, on grandit dans le Midwest et la façon dont eux grandissent, où leur famille les pousse presque dans ce milieu parce que c'est une affaire de famille. D'habitude, vous n'avez pas qu'un terroriste dans la famille, mais plusieurs. Explorons le paysage géopolitique auquel nous sommes confrontés en ce moment. Je pense que si vous pouvez commencer à distinguer, vous savez, les différents acteurs, organisations, parce que lorsque vous décrivez la réaction du FBI face à la menace que vous avez signalée, je dois aussi imaginer qu'ils peuvent mal gérer ou ne pas poursuivre activement les pistes. On dirait qu'il y a beaucoup de fausses informations. Pouvez-vous décrire aux gens à quoi ressemble la situation en ce moment? Je vais d'abord répondre à la dernière partie. Le problème avec le gouvernement, c'est que s'ils n'ont pas collecté eux-mêmes une information ou si on ne la leur apporte pas directement, ils ne s'y intéressent pas. Ils pensent, nos sources n'ont pas ces infos, donc ce n'est pas valable, et ils passent à autre chose. C'est très frustrant. Et on a vu ça arriver très souvent avec ces menaces étranges contre Trump, n'est-ce pas? Ils réagissent toujours trop tard face à toutes ces menaces. Peux-tu expliquer cela? Eh bien, on a tous ces cinglés qui s'en prennent à notre président. On ne devrait pas en arriver au point où quelqu'un tire avec une arme, n'est-ce pas? On devrait arrêter quelqu'un bien avant qu'il n'arrive dans les parages. Donc, on est en retard sur chacun de ces cas. Tu sais, pendant des années, j'ai souhaité que le gouvernement soit plus honnête avec le public américain, car on déjoue tant de complots terroristes. Je veux dire, je ne peux même pas te dire, peut-être 40, 50, 60, probablement une centaine. Donc, on sait très bien comment faire. Donc, quand tu vois que certaines choses ne sont pas arrêtées, tu sais que ce n'est malheureusement pas bien fait. Et c'est juste frustrant. Ce n'est pas obligé d'être le président, mais quand tu le vois dans son cas, tu te dis, waouh, si tu laisses passer ça là, alors tu laisses aussi passer les autres menaces auxquelles on est confronté. Et ça, c'est inquiétant. C'est ça qui inquiète tout le monde. Comment? Je vais juste donner un exemple. Tu sais, comment une personne atteinte de troubles mentaux a-t-elle pu entrer à la Maison-Blanche à portée de tir du président? Non, ça ne devrait pas arriver. J'ai déjà été à la Maison-Blanche, tu vois, j'y suis allée plus d'une fois. C'est quelque chose de sérieux. Il y a une façon de contrôler les gens. C'est littéralement sécurisé par 4 barrières. Ça ne devrait vraiment pas arriver. Est-ce que c'est de l'incompétence générale ou une incompétence spécifique? Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a un peu d'incompétence là-dedans. Les gens deviennent négligents. On finit par agir machinalement, comme on l'a vu au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. On a vu des gens passer par les portiques de sécurité, les déclencher, et personne ne les fouillait. C'était très étrange de voir ces vidéos sortir. Je me suis aussi demandé pourquoi on autorisait quelqu'un à filmer les portiques de sécurité puis à le publier sur Twitter. Donc, c'est devenu très étrange. Je ne sais pas si on devient simplement moins strict sur la sécurité, plus laxiste sur le contre-espionnage. Je ne sais pas si c'est un changement culturel ou autre chose. Parce que souvenez-vous, beaucoup de gens pensaient que la sécurité était excessive après le 11 septembre et que le gouvernement avait aussi dépassé les limites. Donc, c'est toujours une sorte d'équilibre délicat. Et dans le cas de ce dîner en particulier, ce sont des personnes très en vue. Beaucoup d'entre elles faisaient partie de la presse, donc il y a probablement eu des compromis aussi. On ne veut pas les déranger, vous savez, on ne veut pas causer de problème. Mais il y a des gens qui essayent activement d'assassiner le président. Vous savez, c'était quelque chose qui arrivait une fois toutes les quelques générations. Un individu très atypique, souffrant de troubles mentaux.
aurait trouvé un moyen élaboré, vous savez, complexe, d'accéder à un événement où effectivement il pourrait sortir une arme. Je veux dire, mon esprit est un peu en ébullition en ce moment, en pensant qu'avec un président qui suscite aussi beaucoup d'attention supplémentaire, avec les choses qu'il dit et la façon dont il les dit, je veux dire, c'est comparable à divulguer accidentellement, vous savez, une conversation sur Signal. Cela soulève des questions. On dirait un sketch du Saturday Night Live. Si vous voyez ça, vous diriez, ça n'arriverait jamais. Oui, on a un président dont des gens essaient activement de l'assassiner et des personnes arrivent encore à s'en approcher pour réessayer. Je trouve ça fou. Ce qui est fou aussi, c'est ce Ryan Roof. Tu te souviens, il se cachait dans les buissons. Eh bien, avant ça, il avait construit un mirador de chasse dans un arbre. Genre, personne n'a vu un gars en train de clouer un mirador de chasse dans un arbre près de l'aéroport international de Palm Beach. Il n'était même pas dans une zone de chasse. À quel moment arrêtons-nous de faire attention ou d'être attentifs à ce qui se passe autour de nous? Je deviens nerveuse en voyant la vigilance disparaître, même chez les gens ordinaires. Ils marchent sans faire attention, toujours sur leur téléphone. Je rentre souvent dans des gens. Je me dis, tu sais, tu es au milieu de la rue. Mais c'est complètement fou. C'est comme si on avait la tête dans le sable ou quelque chose comme ça. Et puis, ça se passe de plein de façons différentes parce qu'il faut se rappeler que beaucoup de choses sont arrêtées ou transmises parce qu'un citoyen a vu quelque chose et s'est dit, eh bien, c'est étrange, c'est bizarre. Pourquoi c'est là? Et il le signale. Donc, c'est super important pour assurer la sécurité de tout le monde. Ça me terrifie parce qu'on est maintenant sur nos téléphones, on est moins connecté socialement que jamais auparavant. Avant, on connaissait son voisin. Donc tout d'un coup, si 6 types emménageaient dans l'appartement au-dessus de chez toi, tu te dirais, c'est différent de la famille qui vivait là avant. Pourquoi ils entrent et sortent tout le temps? Pourquoi il y a tous ces gens autour? Et maintenant, les gens se disent de peut-être, bon, c'est comme ça. Je vais juste regarder Netflix et je ne vais pas faire attention. Est-ce qu'on devient plus vulnérable parce que nos liens sociaux s'effritent? Oui, je pense qu'on devient plus vulnérable. Il faut un changement. Des choses graves arrivent et alors les gens réalisent qu'ils sont passés à côté. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques mois, il y a eu une fusillade à Austin. Le plus fou, c'est que le gars était dans un pick-up. Il est passé devant le bâtiment 3 fois et c'est à la troisième fois qu'il a tiré. Si tu es dehors et que ce type repasse une deuxième fois et qu'il a l'air un peu cinglé, tu ne partirais pas ou tu ne préviendrais pas les gens. Il faut reconnaître, j'ai raté ça. J'étais debout pendant que ces 3 choses arrivaient, comme si j'étais ailleurs. Au moins, ces personnes seront plus intelligentes la prochaine fois. Je veux dire, c'est triste qu'on doive apprendre de cette façon, mais je pense qu'on retrouvera un certain sens de la vigilance à un moment donné, parce qu'au bout du compte, il faut quand même se protéger soi-même, ses enfants ou sa famille d'une manière ou d'une autre. Et il faut qu'on s'éloigne de cette dépendance et de ce lien aux réseaux sociaux pour revenir à la vraie vie. On a l'impression d'avoir un faux sentiment de sécurité, vous savez, comme si les États-Unis n'avaient pas été attaqués sur leur sol depuis le 11 septembre, et on suppose qu'il n'y a pas de menace active parce que la plupart des guerres se déroulent de l'autre côté du monde. Mais ça donne vraiment l'impression que c'est un sentiment de sécurité très illusoire et qu'on n'a peut-être pas toutes les informations ou les personnes qui travaillent pour nous afin d'empêcher qu'autre chose n'arrive bientôt. Oui, c'est effrayant. Après la Nouvelle-Orléans, on a découvert que des terroristes avaient repéré la ville, mais il est aussi venu ici repérer Tampa. Donc, il avait ses lunettes et il se promenait sur la Riverwalk à Tampa, là où je vais tout le temps, et on ne l'a appris qu'après qu'il ait commis une attaque. Eh bien, c'est vraiment effrayant, non? Ce n'est pas à ce moment-là que vous voulez découvrir que Daesh a repéré votre ville. Je pense vraiment que nous sommes en retard, surtout parce que nous avons quitté l'Afghanistan. Le commandant du CENTCOM affirme que nous avons perdu 98% de notre collecte de renseignements, y compris les sources humaines là-bas. Sans réseau à l'étranger pour collecter des infos sur la menace, il faut les surveiller ici. C'est bien plus difficile car ils sont désormais cachés, n'utilisant pas leur vrai nom. Ils ne se montrent pas en annonçant vouloir commettre un attentat terroriste. C'est bien plus difficile d'agir une fois les menaces présentes. J'ai vraiment l'impression que nous avons totalement échoué sur ce point.
Quand le 11 septembre est arrivé, et vous savez, ça dépend de votre âge et du moment de la vie où vous en étiez. Moi, j'étais à l'université quand le 11 septembre est arrivé. Et c'était terrifiant. C'était vraiment terrifiant. Et vous savez, sans effrayer mes enfants, j'essaie de leur expliquer l'immensité de ce moment parce que, d'une certaine manière, il a été oublié, n'est-ce pas? Et l'une des choses que nous voulons croire, n'est-ce pas, c'est que notre pays veille constamment sur nous, n'est-ce pas? Il patrouille et surveille constamment. Mais en réalité, on ne peut pas vraiment faire ça tout le temps et partout, n'est-ce pas? Et je pense que le 7 octobre, n'est-ce pas, a été un microcosme, montrant ce qui se passe dans un pays aussi petit, n'est-ce pas? Quand les choses passent inaperçues, et même quand elles ne passent pas inaperçues, quand les signalements des gens, n'est-ce pas, ne sont pas pris au sérieux. Et à propos du 11 septembre, je me souviens avoir appris qu'il y avait un groupe de gars qui prenaient des cours de pilotage et qui se sont avérés être les terroristes qui ont fait s'écraser les avions sur le World Trade Center. Curieusement, ils n'avaient aucun intérêt à apprendre à atterrir l'avion. Et c'est comme si tu voyais ça dans un scénario, tu rirais. Tu peux imaginer, n'est-ce pas, un groupe de personnes qui demandent à apprendre comment faire décoller un avion, mais qui disent: «Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de savoir comment il atterrit, n'est-ce pas?» C'est fou. Peux-tu parler un peu de ce décalage et de ce que ça signifie pour ceux d'entre nous qui voulaient croire qu'on avait un certain niveau de sécurité? Qu'est-ce que cela dit de notre pays? Oui, je veux dire, c'était justement la critique qui est ressortie de la commission du 11 septembre. On manquait totalement d'imagination, n'est-ce pas? Nous avons entendu ces choses, mais nous pensions qu'elles étaient exagérées. On n'arrivait pas à relier les points, ce qui est fou parce que Al-Qaïda avait déjà leur complot Bojinka qui impliquait 11 ou 12 avions et qui avait été déjoué. Donc, c'est vraiment étrange. Nous avions déjà eu un complot auparavant et personne n'a pu faire le lien. Mais je pense vraiment qu'on se prépare toujours pour le dernier événement et qu'on n'est pas doué pour anticiper l'avenir ou imaginer comment les choses évoluent ou changent au point que c'est difficile à envisager. Et ensuite dire, oh, j'ai assez de preuves pour affirmer que ce que j'imagine, entends et vois est un fait. C'est vraiment difficile car tant que cela n'arrive pas, tu n'as pas raison, tu n'es pas dans le vrai. Tu sais, même dans les préparatifs actuels, il y a tous ces kamikazes. D'accord? Maintenant, aux États-Unis, nous n'avons jamais eu d'attentat suicide. Il y a eu cet incident étrange à Nashville où un homme s'est fait exploser dans une voiture. Donc, techniquement, ça compte pour un seul. Réfléchis-y. Nous avons tout un pays où aucune force de l'ordre, à part peut-être le LAPD et le NIPD, n'a de procédure opérationnelle standard pour les kamikazes. Donc, c'est une surprise stratégique, même si ce n'est pas une idée de génie totalement innovante. C'est maintenant quelque chose qui peut provoquer un choc et de la stupeur d'une certaine manière, et puis on le minimise parce qu'on se dit, ce ne sont que des kamikazes, comme s'ils devaient faire quelque chose de grandiose avec des drones et tout ça. Donc, on a aussi l'autre côté de la médaille où les menaces sont minimisées parce qu'on se demande pourquoi les terroristes ne font pas quelque chose de plus grand, mais en fait, c'est déjà énorme. C'est donc une lutte constante pour sortir de la pensée de groupe, pour arrêter de penser uniquement au 11 septembre et de croire que c'est exactement à ça qu'une attaque ressemble. Il faut sensibiliser le public, car beaucoup pensent que les terroristes n'ont pas tenté de nous attaquer. Pourtant, ils l'ont fait et nous les avons arrêtés à chaque fois. Nous avons éliminé 8 ou 9 chefs des opérations extérieures d'Al-Qaïda pour empêcher des attaques ici. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas mené une seule frappe contre un chef des opérations extérieures d'Al-Qaïda depuis une décennie. Donc, c'est différent de ce que c'était, vous savez, dans les années 2000, au milieu des années 2000, vous savez, 2005, 2010, quand nous étions si agressifs. Nous avons pris du recul et dit, passons à d'autres menaces, la Chine en étant un bon exemple. Le contre-terrorisme, c'est du passé, on en a fini avec ça, et malheureusement, l'ennemi a son mot à dire. Donc, ce n'est pas fini, et nous sommes en retard. Je suis contente de vous entendre l'exprimer de cette façon. Vous savez, je suis cette casse-pied quand je prends l'avion et que je passe les contrôles de la TSA qui n'arrive pas à croire qu'un type ait mis une bombe dans sa chaussure et que maintenant, on doit tous les enlever. Je suis ce genre de personne parce que j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de focalisation extrême qui nous donne l'impression de nous protéger et de faire quelque chose.
Et franchement, je ne vous montrerai pas ma pochette en plastique avec mes produits de toilette. Je ne le ferai pas. Je ne l'ai jamais fait. Vraiment, je n'y arrive pas. Je ne peux pas supporter ça. Je sais que je n'ai pas à blâmer les agents de la TSA qui travaillent dur. Vous savez, ils suivent les ordres, mais ça ressemble aussi un peu littéralement à Catch-22 de Joseph Heller. C'est comme Abattoir 5. J'ai l'impression qu'on vit dans une sorte de science-fiction presque apocalyptique, vous savez, avec cette perception de menace, de danger et des limites qu'on a pour vraiment comprendre ce qui se passe. C'est intéressant car lors des attentats du 11 septembre, tous ceux que je connaissais ayant déjà volé avec une compagnie israélienne savaient exactement ce qui se passait. Et c'était comme, d'accord, maintenant c'est ici, non? Je veux dire, j'ai passé mon adolescence, vous savez, c'était la première intifada, puis la deuxième intifada. Donc, vous savez, on a l'impression que ça devient plus facile pour ce genre de menaces de s'infiltrer, mais nous devons être plus malins, n'est-ce pas? Non, c'est un très bon exemple car, comme vous l'avez dit, l'histoire tombe dans l'oubli. On s'est donc retrouvé avec une nouvelle chef du DHS. Christy Noem est partie, mais elle n'a pas compris l'attentat à la chaussure piégée. Elle demandait pourquoi on fait enlever les chaussures aux gens et cette mesure a été annulée. La semaine suivant l'annulation de cette mesure, Al-Qaïda a remis la chaussure piégée sur la table. Actuellement, ils testent divers prototypes. La chaussure piégée revient parce qu'on a dit qu'on n'allait plus la rechercher au contrôle. Si vous dites ça aux terroristes, ils devraient penser que vous avez le meilleur système de détection au monde et que rien ne passe, parce que c'est comme ça que ça reste mis de côté. Donc malheureusement, la chaussure piégée revient, mais c'est fou parce qu'on avait réglé ce problème et maintenant on lui rouvre la porte. C'est le titre de cet épisode. La chaussure piégée revient, donc je ne devrais pas être agacée. Je devrais enlever mes chaussures et tout mettre dans mes petits sacs zippés. Mais ils vont trouver autre chose. Oui, et il existe cette bombe invisible. Elle est très célèbre. Elle existe depuis des années. C'est la même bombe qui a été utilisée lors de l'attentat du sous-vêtement piégé à Noël. Tu te souviens? Il y a environ 15 ans, la même bombe. Maintenant, ils l'ont rendue plus petite. Tu peux l'enrouler autour de ton corps. C'est Noël dans le sous-vêtement. On dirait une boisson de fête que tu prends au Cheesecake Factory. Qu'est-ce que Noël dans le sous-vêtement? Heureusement, il s'est fait dessus. Le bon côté, c'est que, rappelle-toi, c'est une situation très stressante pour les terroristes. Donc, ils sont stressés, ils sont nerveux, ça arrive. Il s'est souillé et ça a endommagé la bombe. Même avec la chaussure piégée, de l'humidité est entrée dans sa chaussure. C'est pour ça que la bombe n'a pas fonctionné. Donc, parfois, on a de la chance. Et avoir de la chance, c'est une bonne chose. Mais c'est pour ça que je dis toujours, tu sais, tu travailles dur, tu travailles dur, tu travailles dur, mais la chance arrive parce que tu as passé tellement de temps à essayer d'arrêter, de contrecarrer et de protéger les gens. D'accord. Alors, c'est quoi la bombe invisible? On l'appelle invisible ou cachée parce qu'elle n'a aucun composant métallique. Et donc, c'est une bombe avec laquelle tu peux passer à travers un magnétomètre, d'accord? Donc, tu ne peux pas passer à travers un scanner à ondes millimétriques, celui bizarre où tu mets tes bras, mais tu peux passer à travers ceux qu'on utilise pour entrer dans un événement sportif ou au dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Tu peux passer directement à travers ça. Ou même à synagogue, tu vois? Je veux dire, c'est ce genre de détecteur. Eh bien, peut-être pas. Les synagogues sont plutôt bien protégées, ce qui est une bonne chose. Mais ensuite, quand tu veux le faire exploser, c'est une réaction binaire. Puis, il y a un produit chimique dans le gilet et un autre dans une seringue ou un stylo, et tu l'injectes, ce qui déclenche la réaction. Donc, c'est vraiment une invention intelligente. Bon, d'accord, voilà comment ça se présente. Voilà comment c'est construit, comment on le contre. Pourquoi penses-tu qu'on n'en a pas vu plus déployés? Il y a des rumeurs selon lesquelles ils auraient testé cette bombe plusieurs fois en Somalie, peut-être quand ils ont attaqué leur bâtiment des renseignements, mais je n'ai jamais eu quelqu'un pour me montrer une photo qui le prouve. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils l'ont testé en Somalie et des personnes en Somalie qui le disent aussi. Maintenant, le point important, c'est qu'ils ne veulent pas que cette bombe soit découverte avant de réaliser leur prochain grand attentat du type 11 septembre. Donc, c'est ce qu'Al-Qaïda attend. Donc, encore une fois, cela va être leur surprise stratégique quand ils utiliseront ces moyens. Et ce qu'ils veulent faire, c'est qu'environ 10% de leurs assaillants dans leur prochain complot soient des kamikazes sous une forme ou une autre. Sarah, je ne me sens pas bien quand on parle. Eh bien, je pense que c'est justement le but, non?
Tu vois, si on ne pense jamais à ces choses-là, si on ne se rend jamais compte qu'il y a des gens de l'autre côté du monde qui ne nous ont pas simplement oubliés, qui leur but est de nuire lors de la prochaine vague, et alors nous ne serons pas prêts, nous n'aurons pas les renseignements nécessaires. Peux-tu revenir un peu en arrière dans notre conversation, là où tu as dit que dans les années 90, nous éliminions activement les chefs des opérations de planification d'Al-Qaïda? Que planifie-t-on actuellement? Que savons-nous de ce qui se prépare? Peux-tu nous donner un aperçu de la façon dont leur organisation s'est développée en l'absence de notre action continue pour éliminer des parties de leur structure de planification? Oui, donc notre dernière frappe majeure contre Al-Qaïda centrale a eu lieu en 2022 et nous avons éliminé le chef d'Al-Qaïda, alors le docteur Ayman al-Zawahiri. Mais avant cela, Al-Qaïda avait planifié un certain nombre de vagues d'attaques. Tu as parfaitement utilisé le mot. Ils ont donc aidé à la planification du 7 octobre. Ils ont travaillé sur la blitzkrieg syrienne. Il y a une blitzkrieg similaire en Irak. Il y a tout un tas d'attaques planifiées contre des ambassades américaines, puis contre différents sites juifs à l'étranger, que ce soit des synagogues ou différents types de centres culturels. Et puis, ils ont un projet d'attentat majeur en Europe, puis un autre majeur sur le sol américain. Maintenant, le problème, comme on l'a vu en Israël, c'est qu'Israël a eu de petits indices, n'est-ce pas? Ils savaient que quelque chose se préparait, mais ils n'ont jamais su que ce serait à cette échelle. J'avais des amis qui ont transmis certaines informations à Israël en disant: Hey, c'est très étrange. Le Hamas est ici en Afghanistan. Il s'entraîne dans les camps où nous recueillons des informations. C'est vraiment, vraiment bizarre. C'est comme s'ils n'avaient pas réagi assez vite ou saisi l'ampleur de la situation. Je pense que nous avons le même problème. Nous avons du mal à percevoir l'ampleur de la situation. Je pense qu'Israël devrait mieux communiquer, car peu savent qu'environ 8000 terroristes ont participé à cette attaque et ils n'étaient pas tous du Hamas. Il y avait aussi des membres d'Al-Qaïda, de Daesh et des talibans. Leurs corps ont été rapatriés à Kandahar par avion. Des contacts à l'aéroport ont assisté à la scène. Donc, je pense que le fait de garder l'information aussi strictement contrôlée fait vraiment que les gens cessent de se dire que tout cela peut être lié. Et c'est plus grave qu'on ne le pense, et ces terroristes se sont réorganisés. Ils peuvent planifier à nouveau. Ils sont à nouveau forts et nous sommes leur cible. Ils n'ont eu que deux vraies cibles, les États-Unis et Israël. Chaque réunion ne parle que des États-Unis et d'Israël. Il faut juste être honnête à ce sujet parce que nous sommes dans leur ligne de mire. Prenons un peu de temps pour relier ces organisations. Tu as dit quelque chose que je pense que la plupart des gens ignorent, que ce n'était pas seulement le Hamas qui attaquait le 7 octobre, mais qu'il s'entraînait dans des camps d'Al-Qaïda. Peux-tu expliquer davantage cette interconnexion, parce que cela ne ressemble pas à une seule organisation? Beaucoup pensent que le Hamas a son propre agenda et est seulement en colère contre Israël, mais tu décris quelque chose de complètement différent. Je pense que c'est aussi une bonne introduction au dénominateur commun de pratiquement toutes les organisations que tu as mentionnées, qui est l'Iran. C'est le sujet que tout le monde évite. Oui, et c'est là que je voulais commencer. Donc, dans le terrorisme, il y a une certaine structure, si on veut. Donc, vous avez l'Iran et tous ceux qui sont plus ou moins sous leur influence. Vous avez Al-Qaïda et ceux qui sont sous leur influence. Vous avez Daesh et ceux qui sont sous leur influence. Vous avez aussi les frères musulmans, tous plus ou moins liés. D'accord. Donc, il y a eu un alignement stratégique d'abord entre Al-Qaïda et l'Iran. Et cela s'est produit très simplement. Quand les États-Unis ont envahi l'Afghanistan, les chefs terroristes ont fui souvent vers le Pakistan ou l'Iran. Ils ont d'abord choisi le Pakistan, puis nous avons commencé à les arrêter, comme Khalid Sheikh Mohammed. Nous avons attrapé Faraj al-Libi, alors ils ont pensé, le Pakistan n'est plus sûr, son gouvernement est allié aux États-Unis, où aller? L'Iran. Donc, Al-Qaïda a dû commencer à établir des relations étroites avec les Iraniens, certaines unités, surtout la force Al-Quds. Donc, Qassem Soleimani était un acteur majeur, mais il est mort aujourd'hui. Mais Mohammad Kazemi, dernier chef du renseignement des gardiens de la Révolution, était très proche d'Al-Qaïda. Et donc, ils ont établi ces relations historiques. Ensuite, Oussama Ben Laden a fait confiance à ces deux hommes pour protéger ses enfants et ses petits-enfants. Et Saïf al-Awla est resté avec eux et il les a protégés. Et même le terroriste qui dirigeait le complot contre moi, il a vécu avec Soleimani. Donc, cela dure maintenant depuis plus de 20 ans. C'est donc une relation très, très étroite et solide.
Donc, bien sûr, quand ils ont commencé à planifier les attaques, vous savez, en Israël, ils avaient besoin de savoir où ils allaient entraîner ces personnes et où ils allaient les garder. Il s'agit de milliers de terroristes. Ils ont donc choisi 6 camps terroristes en Afghanistan et les ont entraînés là-bas. Et beaucoup de gens ne sont pas honnêtes, mais beaucoup d'entre eux attendaient en embuscade en Syrie. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux étaient accros au captagène parce qu'ils attendaient d'aller commettre l'attentat terroriste et ils prenaient de la drogue parce qu'ils ne faisaient rien. Ils étaient comme enfermés dans un bâtiment. Et donc, tout cela, c'est cette convergence de l'Iran liée à Al-Qaïda avec le soutien des talibans. Et donc, ils ont en quelque sorte donné un coup de pouce au Hamas. Ils avaient d'autres complots en cours, donc ce n'était pas leur priorité, mais ils voulaient que cela réussisse pour le Hamas, puisqu'ils attaquaient Israël. Nous restons concentrés sur les États-Unis, l'Europe, la Syrie et nos autres complots. Jonathan et moi parlons avec de nombreuses personnes intéressantes ici. Vous êtes vraiment fascinante. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à, vous savez, on parle à des gens qui, vous savez, sont versés dans la théorie de la simulation, n'est-ce pas? Et le fait que tant de choses dans le monde dans lequel nous vivons ne semblent pas seulement irréelles. Vous savez, il y a beaucoup d'échos de ce que beaucoup d'entre nous y associeraient. Je pense que le mot «je» semble trop léger, mais vous savez, je vais dire quelque chose de fou. Vous savez, si on mettait une sorte de voile spirituel sur toute cette conversation, n'est-ce pas? Pourquoi les humains sont-ils ici? Comment avons-nous évolué? Qu'est-ce qu'on est censé faire sur cette planète? Je suis assez certaine que la haine, la division, la guerre, le meurtre, les attentats suicides, ce n'est pas notre état naturel, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre état naturel. Si tu crois en une tradition religieuse ou spirituelle, ou si tu as déjà fait un bon trip aux champignons, tu sais qu'au-dessus des nuages, il fait toujours beau, n'est-ce pas? Il y a une plus grande bonté et un espoir dont nous venons tous, n'est-ce pas? Imagine-nous à n'importe quel stade de l'évolution que tu veux, d'accord? Donc, quand je pense à ces conversations, je ne peux pas m'empêcher de sentir qu'on est dans un jeu tordu, où les gens ont nourri, tu sais, de la haine et tu sais tout ça, et ils complotent pour se tuer eux-mêmes afin de pouvoir tuer d'autres personnes. Et puis tu as ces appareils militaires sophistiqués qui doivent se protéger contre ça, et elles font des choses horribles pour essayer d'empêcher ces autres personnes de tuer, et ainsi de suite, encore et encore. Et ces actions justifient la haine, ce qui justifie ensuite le besoin de riposter, et ainsi de suite, encore et encore. Et je ne sais pas s'il y a une question ici, mais oui, je me demande, avec toute ta résilience, ta patience et ta débrouillardise. Tu sais comment situes-tu tout cela dans un contexte plus large? Est-ce qu'on est dans une sorte de grande simulation et tu sais, tu es juste une joueuse très active et intéressante, tu vois? Non, c'est vraiment intéressant parce que l'une des choses les plus difficiles à envisager, c'est quel est le but final après le terrorisme. Est-ce qu'il y aura un jour une véritable fin après le terrorisme? Eh bien, j'en ai vu comme un microcosme plus tôt ce mois-ci. Je suis retournée en Libye. Je suis retournée à Benghazi au début du mois de mai. Et pendant longtemps, Benghazi était extrêmement dangereux. Rappelez-vous, j'y ai vécu. Il y avait des assassinats tous les jours. En fait, Al-Qaïda et Daesh ont fini par prendre le contrôle de toute la ville. Puis il y a eu une guerre civile pour les chasser. Donc, la guerre civile a commencé en 2014 et en 2017. Et donc, j'ai voulu y retourner depuis parce que les terroristes ont complètement disparu de Benghazi. Et je le dis publiquement. Et je pense que les gens lèvent les yeux au ciel quand je dis ça. Ils se disent, elle est tellement naïve. Et je me dis, il faut que j'y retourne pour le voir de mes propres yeux. Et donc, j'y suis retournée. Et j'ai vu une ville sans les terroristes, alors que j'y étais quand ils étaient encore là. Et c'était le jour et la nuit. D'accord? Donc, je n'ai pas ressenti de danger, je ne me suis pas sentie en insécurité une seule seconde pendant tout le temps où j'étais là-bas. L'autre chose, c'est que lorsque j'étais à Benghazi, je voyais rarement des femmes. J'ai peut-être vu 3 femmes entièrement couvertes. Lors de ma visite, il y avait environ 70% de femmes de plus que d'hommes. Et un conducteur sur 2 sur la route était une femme. Je pense qu'il y avait plus de femmes conductrices que d'hommes. Les marchés étaient pleins de femmes traînant avec leurs amis. Je suis allée à l'hôpital. La plupart du personnel était composé de femmes. Et donc, c'est ça. C'est comme si tu devais presque le voir de tes propres yeux. Tu dois presque voir la vie après le terrorisme. Maintenant, d'immenses parties de la ville sont complètement détruites. Reconstruire coûte tellement cher. C'est très long et demande beaucoup de travail, mais tu dois le faire, sinon les terroristes pourraient venir t'apporter cette aide et ces avantages. Donc, ce n'est pas encore complètement terminé, mais tu le vois et les gens sont heureux. Ils vivent leur vie
Ils ne s'inquiètent pas que leur fils soit endoctriné. Et quand tu vois un état final, tu te dis, d'accord, c'est ça que tu veux. C'est ce que tu vises et ce à quoi tu arrives. Mais je vais te dire, cette guerre était un cauchemar, tu vois. Ils ont perdu 8000 soldats locaux. Les terroristes éliminaient des lignées entières. Je connais des Libyens dont plus de 20 hommes, garçons, adultes, grands-pères, ont été tués pour empêcher la survie de leur lignée. C'était tragique et j'aimerais que le monde en parle davantage parce que c'est une réussite contre le terrorisme, mais il faut beaucoup de choses pour y arriver. Il y a beaucoup de répercussions et nous devons commencer à réfléchir. Quel est l'état final et comment arriver réellement à cet état final et aider les gens à revivre pour qu'ils ne soient plus sous la coupe d'Al-Qaïda ou de Daesh, parce que c'est une vie horrible d'être sous leur contrôle. Je comprends que la politique n'est plus linéaire, mais un grand cercle étrange, non? On entend certains extrêmes de la gauche auxquels je ne m'identifie pas, cette frange-là. Et on l'entend aussi de certains extrêmes de la droite, et ils se rejoignent d'une certaine façon en mode «je ne veux me mêler de quoi que ce soit à l'étranger». Ce n'est pas notre affaire, qu'ils se débrouillent. Est-ce que tu penses pouvoir donner ton avis de ton point de vue, tu sais, et je comprends aussi qu'on ne fait pas juste brandir un gros bâton. On n'est pas les policiers du monde. Ce n'est pas ce que je cherche. Mais tu sais, j'ai été élevée par des militants des droits civiques. Donc on m'a transmis les valeurs tirées de ce qui s'est passé au Vietnam, tu vois? Les choses peuvent devenir horribles si le gouvernement n'est pas contrôlé et qu'on ne nous donne pas les informations appropriées. Comment traduis-tu cela dans une conversation sur une culture totalement différente du terrorisme? Cela viole bon nombre des valeurs auxquelles nous croyons en Occident, mais qui nécessitent énormément de ressources, de troupes et de temps pour être réellement mises en place. Comment pouvons-nous justifier cela? C'est très intéressant. Il existe donc différentes façons de penser à ce sujet. Mais le fait est que si un pays ne se préoccupe que de lui-même, il n'a aucun objectif ou ambition vers l'extérieur. C'est plus facile de dire, hé, nous ne sommes pas concernés ici. Nous n'avons pas besoin de nous impliquer. C'est en partie pourquoi beaucoup n'ont pas apprécié qu'on aide les Afghans lors de l'arrivée des Soviétiques. On pensait que ce n'était pas notre combat. Mais quand on se retrouve maintenant dans une situation où, comme en Afghanistan, en Syrie, dans certaines régions d'Afrique du Nord, ils mettent en place ces camps d'entraînement. Et ces terroristes ne passent par ces camps que pour venir attaquer l'Occident. On est dans une situation bien différente, n'est-ce pas? Parce que tu te dis, eh bien, si leur objectif est de s'entraîner et de venir ici, on a un problème et il faut arrêter ça d'une manière ou d'une autre. Maintenant, Israël est dans une situation différente parce qu'Israël a constamment ce problème. Nous avons vraiment bien réussi à déjouer les attaques à l'étranger. Donc, les Américains n'ont pas ce sentiment. En Israël, vous êtes attaqués chaque semaine. Vous subissez ce flot constant d'attaques. Et évidemment, quand le 7 octobre est arrivé avec une telle ampleur, il est impossible de dire à votre peuple, nous allons être indulgents. Dites, nous ne laisserons jamais cela se reproduire. Comme l'ont fait les Américains après le 11 septembre, c'est donc une situation difficile. Comment faire pour que cela ne se reproduise plus jamais? Le Hamas est une gigantesque organisation terroriste, comme nous le savons, parce que ils ont tué quoi, 50 000 membres du Hamas, et le Hamas n'est pas dissous. C'est fou. Ensuite, il y a d'autres alliés. Le Hezbollah est à un tout autre niveau. Et puis, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce qu'ils ont bien sûr l'Iran au-dessus d'eux et l'Iran a des relations très importantes, comme avec Al-Qaïda, qui est 3 fois plus grand que le Hezbollah et le Hamas. Donc, le problème, c'est comment attaquer stratégiquement ces groupes. Et les États-Unis ont toujours dit, gardez-les à l'étranger. C'est ainsi que nous nous sommes concentrés sur ce point que cette folie, les attentats suicides et les attaques terroristes restent à l'étranger et tout ira bien pour nous. Ça a toujours été notre objectif. Et maintenant, nous avons arrêté de faire ça. Et ils vont probablement venir ici. Israël est constamment attaqué. Donc, ils doivent voir les choses très différemment. Ça peut être, nous allons être attaqués chaque jour. Comment faire pour que cela n'arrive qu'une fois par mois? Comment faire pour que cela n'arrive qu'une fois par an? Comment l'arrêter complètement? Et c'est presque un problème impossible à résoudre. Je ne pourrais pas vous donner la bonne réponse à cela. Donc, nous sommes dans une situation difficile. Maintenant, une chose que les gens doivent savoir, c'est que le terrorisme aujourd'hui est bien plus important que le terrorisme à l'époque du 11 septembre. Donc, le 11 septembre, Al-Qaïda comptait 5 000 membres.
Aujourd'hui, dans le monde entier, ils en ont plus de 200 000. C'est un problème bien plus important. Le 11 septembre, ils avaient 8 camps terroristes. En ce moment, rien qu'en Afghanistan, ils en ont 50. Ensuite, ils ont des camps en Syrie et au Yémen, en Afrique du Nord, et ainsi de suite. Donc, nous n'avons pas le luxe de dire, eh bien, il faut y penser comme si c'était septembre 2001. Malheureusement, c'est un problème bien plus vaste. Il faudra des solutions différentes et personne ne connaît la meilleure solution. Je ne connais pas la meilleure solution parce que vous savez, comme cela a été dit, on ne veut pas non plus créer plus de terroristes. C'est bien ce qui semble arriver. Pouvez-vous répéter les chiffres du 11 septembre à aujourd'hui? Vous avez dit qu'il y avait 5000 membres d'Al-Qaïda lors du 11 septembre. Et maintenant, il y en a 200 000. Oui, c'est énorme. Ils valent des milliards de dollars, donc ils n'ont pas à emprunter 200 000 ou 500 000 dollars à la famille Ben Laden pour une opération. Je vais poser une question bête, ce n'est pas mon domaine d'expertise. La peur, oui, c'est mon domaine. Est-ce que c'est parce que le 11 septembre a été perçu comme un tel succès que les gens ont décidé que c'était l'organisation à rejoindre si on détestait l'Occident? Je pense que c'est plus nuancé que ça. Malheureusement, je crois que le plus grand bond s'est produit lorsque nous avons envahi l'Irak. Et ensuite, Al-Qaïda a pu dire, et vous savez, nous avons préparé les attentats du 11 septembre depuis le Pakistan et l'Afghanistan. Les États-Unis envahissent l'Irak pour détruire le Moyen-Orient, pour nuire aux musulmans. Et ça, je pense, a été le grand tournant qui leur a permis de se tenir sur une montagne et de dire, vous voyez, on vous l'avait dit, c'est tout ce que l'Amérique veut faire. Ils veulent venir ici et nous nuire, prendre le contrôle du Moyen-Orient. Et je pense que c'est là que la trajectoire nous a un peu échappé, malheureusement. Parlez-nous des camps d'entraînement que nous connaissons, parce qu'on dirait qu'ils sont l'université de tous les groupes affiliés. Tu vas là-bas pour obtenir ton master en terrorisme? Oui, le plus triste, c'est qu'on entre dans les camps terroristes vers 9 ou 10 ans. C'est vraiment traumatisant. Donc, on va juste passer à une personne en âge militaire. Donc, quand tu es une personne en âge de combattre, mais qu'il y a plusieurs chemins différents que tu peux prendre, bien sûr, tu subis une sorte d'endoctrinement et ensuite, tu peux essentiellement devenir combattant ou bien kamikaze. Et ce sont des trajectoires différentes. Il y a les camps de kamikaze et ceux de combattants, ce qui est intéressant car c'est différent d'avant. Donc, à l'époque, le camp Al-Farouk, comme il s'appelait, d'où les attentats du 11 septembre ont été planifiés, chaque homme qui s'y trouvait faisait partie d'Al-Qaïda. Maintenant, Al-Farouk a rouvert. Tout le monde à Al-Farouk n'est pas membre d'Al-Qaïda. Ils ont même formé des membres du Hamas là-bas, par exemple. Donc maintenant, c'est presque un terrain d'entraînement ouvert. Peu importe si vous êtes membre d'Al-Shabaab, même Boko Haram y est allé. ARSA du Bangladesh, venez en Afghanistan. Nous allons vous former au meilleur niveau possible. Vous savez, nous allons vous fournir de la nourriture. Nous allons vous donner des armes, comme si nous étions encore une fois la base du terrorisme. Venez ici, devenez expert dans ce que vous voulez, n'est-ce pas? Est-ce le tir, la guérilla, les opérations urbaines? Vous savez, les attentats suicides. Les attentats suicides sont bien sûr très préoccupants. Venez ici, nous vous rendrons aussi efficace que possible, peu importe le groupe terroriste auquel vous appartenez. Et donc, c'est vraiment à la carte, mais c'est aussi très similaire à ce qui s'est passé pendant la période des Moudjahidines afghans. Peu importe le pays d'où vous veniez, le groupe terroriste ou l'organisation islamiste à laquelle vous étiez affilié, nous sommes tous unis et ils reviennent à cet état d'esprit. Vous avez dit qu'ils n'ont pas besoin de 500 millions de dollars de la famille Ben Laden. D'où viennent leurs financements aujourd'hui? Bien sûr. Et ce n'était que 500 000 dollars. Donc, le 11 septembre n'a coûté que 500 000 dollars. Ma faute, oui. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je voulais juste. Donc, c'est fou, d'accord. Donc, il faut le voir de deux façons. Il y a l'argent illicite et puis il y a les entreprises légitimes. Donc, l'argent illicite, ce qu'ils gagnent le plus, c'est avec l'opium en Afghanistan. Ils prennent 20% de tout, 20% de tous les revenus issus de ça. Donc, c'est une énorme part. C'est environ 1,5 milliard par an, rien qu'avec ça. Ensuite, ils gèrent et prennent une part de différentes mines, pas seulement en Afghanistan, mais partout en Afrique du Nord. On parle de mines d'or, de mines d'émeraude, même de mines d'uranium, etc. Donc, ils prennent une part de toutes ces mines. Tout ça, c'est du marché noir. Maintenant, légalement, ils gèrent des ports. Donc, Al-Qaïda possède une grande partie de certains ports en Égypte et de certains ports en Somalie.
Ils gèrent aussi plus de 50% des voyages pour le Hajj. Donc, vous pouvez être un musulman ordinaire comme tout le monde. Et vous vivez, je ne sais pas, en Algérie et vous allez faire le Hajj et vous réservez auprès d'une agence de voyage. Cette agence de voyage appartient à Al-Qaïda. Vous n'en avez aucune idée. Mais ils ont intelligemment investi ce secteur parce qu'ils savaient qu'ils en auraient besoin pour déplacer des terroristes partout. Ils gagnent tellement d'argent grâce aux voyages légitimes. Vous n'en reviendriez même pas. Donc, c'est un mélange de choses. Et puis, malheureusement, toute cette aide, ce n'est pas juste de l'aide, ce sont aussi ces fonds de lutte contre le terrorisme. Donc, ne pensez pas que ce n'est que de l'argent humanitaire. Donc, l'argent humanitaire, l'argent de la lutte contre le terrorisme, tout ça afflue en Afghanistan et Al-Qaïda en prend une part. Donc, les dollars des contribuables américains passent par le département d'État, la CIA, le département de la Défense, la Banque mondiale, l'ONU, le FMI, le Programme alimentaire mondial. Nous finançons littéralement Al-Qaïda avec notre propre argent en ce moment. Et il est très difficile de savoir où va chaque dollar, comment cet argent circule. Ce n'est pas si facile à suivre. Est-ce qu'il y a une véritable aide qui est livrée ou est-ce que tout est simplement détourné? Oui, donc c'est vraiment malheureux. Ils disent là que ce n'est pas facile de suivre l'argent parce qu'on n'est plus en contact, mais nous avons littéralement suivi l'argent dans des véhicules. Je t'assure que ça va dans des camps terroristes et on peut le suivre par exemple avec un drone. Ils mentent en disant qu'ils ne peuvent pas le savoir. Il y a différentes catégories. Donc l'argent de l'aide, c'est un vrai bazar. Ça transite par la banque locale en Afghanistan, il ressort pour acheter des produits, puis il revient. Donc, au moment où tu arrives, disons au riz, d'accord? Je vais livrer du riz à ce village à l'extérieur de Nangarhar. Eh bien, maintenant, il va aux familles que les talibans ont choisies pour le recevoir. Donc, ils vont livrer le riz aux familles talibanes et ils n'arrivent pas aux femmes et aux enfants qui en ont vraiment besoin, aux anciens alliés américains, etc. Et puis, une autre chose malheureuse, c'est que comme les terroristes dirigent le pays, ces organisations humanitaires doivent les ménager. Par exemple, le Programme alimentaire mondial livre sciemment de la nourriture dans les camps d'Al-Qaïda. Nous avons vu leurs véhicules entrer directement dans ces camps. Donc, c'est aussi frustrant de voir des gens en Occident dire, eh bien, je veux continuer à recevoir ces dons ou ce financement américain. Donc, je vais être honnête et dire que notre argent ne sert pas à aider de pauvres orphelins. Il va directement aux combattants étrangers et aux camps terroristes. Donc, je trouve cela très, très frustrant. J'ai longtemps travaillé sur des questions humanitaires, mais comme vous le savez, il y a tellement de corruption dans le domaine humanitaire. Un très faible pourcentage de chaque dollar arrive réellement à ceux qui en ont vraiment besoin et c'est un énorme problème. Souvent, il s'agit simplement de blanchiment d'argent. Je veux parler de l'infiltration des campus universitaires, mais avant ça, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses à explorer ici concernant les camps et l'entraînement. Tu sais, tu as dit que notre stratégie de défense était de contenir la menace à l'étranger, mais ce n'est pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux parler de l'infiltration? Est-ce qu'il y a des cellules dormantes aux États-Unis qui attendent simplement d'être activées? Quand on utilise le terme cellule dormante, c'est presque un terme qui fait peur parce que ça donne l'impression qu'il y a des types cachés sous terre qui attendent un signal pour surgir et attaquer. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, selon le bureau du directeur du renseignement national, il y a plus de 18 000 terroristes étrangers connus sur le sol américain, n'est-ce pas? C'est un fait du gouvernement. Alors, vous vous demandez, que font ces 18 000 terroristes? Parce que c'est important de le savoir. Certains mènent littéralement des opérations commerciales, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui viennent du Hezbollah, par exemple. Il y en a aussi un peu du Hamas. Et ils sont ici, ils collectent de l'argent et le renvoient là-bas. Ils mènent des opérations d'influence, des opérations médiatiques, et ils n'ont peut-être pas de plan pour frapper un endroit précis, n'est-ce pas? Mais ensuite, il y a ce que j'appelle le côté combattant d'un groupe terroriste. Et ces personnes sont ici pour venir attaquer, mais elles ne sont pas en sommeil. Donc, ils sont engagés, ils font de la surveillance, ils fabriquent des bombes, ils font des recherches, n'est-ce pas? Ils enquêtent sur vous en ligne, puis attendent devant chez vous, visible lors de vos promenades avec votre chien. Donc, tout ça se passe. Ils ne sont pas là à traîner en jouant à la Xbox en se demandant quand est-ce que je vais passer à l'attaque. Ils ont toujours des missions, même juste pour surveiller un lieu. Je pourrais repérer ce lieu pour quelque chose qu'Al-Qaïda voudrait faire plus tard. Et il y a beaucoup d'éléments d'infrastructure différents, mais les planques, c'est énorme, n'est-ce pas? Ça prend énormément de temps parce que les gens doivent avoir un endroit où vivre. Les complots d'Al-Qaïda ont été retardés, ce qui coûte cher.
Il faut garder les gens sur place et décider quoi en faire, tout en évitant leur impatience. S'ils deviennent impatients, ils pourraient perdre patience et passer à l'attaque. Donc, nous avons eu le cas de l'un de ceux destinés à frapper le sol américain. Pour faire court, il était censé rester en Turquie, puis aller de là aux États-Unis. Il a paniqué, il est allé en Allemagne, il n'a pas trouvé comment aller aux États-Unis, il a un peu perdu les pédales. Il a poignardé 5 personnes devant un bar des sports, donc il ne viendra pas aux États-Unis, ce qui nous arrange. Mais pour Al-Qaïda, sa formation était insuffisante. Il n'a pas eu assez de patience et il a un peu perdu le contrôle et il aurait pu compromettre d'autres parties du complot. Donc ils doivent aussi constamment occuper ces terroristes d'une certaine manière pour qu'ils ne s'ennuient pas. Je sais que c'est une façon folle et triste de le dire. Mais oui, il y a beaucoup de cellules dormantes aux États-Unis provenant à peu près de tous les groupes terroristes que l'on pourrait nommer Al-Qaïda. Daesh affirme qu'ils ont 2500 personnes ici en situation illégale. Donc, ce ne sont pas des Américains car ils ont des membres américains. Ce ne sont pas non plus des personnes avec une carte verte car ils ont aussi des membres avec une carte verte. Ce sont des gens qui n'ont absolument aucun papier. C'est un chiffre important. Combien? 2500 qui ne sont pas américains, et puis ils ont des Américains et d'autres recrues, bien sûr. Donc, c'est un chiffre important et inquiétant. Rappelle-toi, ces personnes ne figurent sur aucun registre officiel. Ils pourraient avoir un permis de conduire dans certains États, mais on ignore sous quel nom. Il y a un aspect intéressant. Nous avons évoqué les institutions religieuses. J'ai beaucoup travaillé après avoir été contactée par des gens signalant des incidents de repérage, que ce soit dans mon église, ma synagogue ou ailleurs. Nous avons même vu évidemment cette attaque à la mosquée de San Diego. Maintenant, cela s'est produit en Californie. Je ne dirai pas le nom. Je ne veux effrayer personne dans une grande église. Nous leur avons donné ces conseils car ces équipes de 2 ou 4 revenaient sans cesse. Nous avons dit de les amener dans une zone paroissiale, discuter et dire qu'ils doivent présenter leur permis de conduire. Ils ont donc commencé à le faire et à prendre de meilleures photos. Et quand ils prenaient leur permis de conduire, ils obtenaient ces permis où il était écrit non, non renseigné. Alors, nous avons pris un de ces permis non, non fournis en Californie. C'était un permis californien. Et ensuite, nous avons regardé l'adresse dessus. Et il y avait 1500 permis de conduire enregistrés à cette adresse. Et c'était un appartement avec une seule chambre. Donc, il y a une énorme corruption dans certains de ces systèmes de permis de conduire. Et personne, les données sont là, n'est-ce pas? Vous pouvez aller voir ces 1500 personnes et leur parler. Les données existent, mais certains États n'agissent pas. Et je pense que c'est très frustrant parce que, vous savez, si son Église est attaquée, ce sera par ces individus avec ces permis sans nom dessus et on ne sait pas qui ils sont. C'est encore plus difficile de les identifier après. Le 11 septembre, ils avaient leur vrai passeport. Nous savions qui ils étaient et d'où ils venaient. Maintenant, nous ignorons qui sont ces personnes. Valérie vient d'écrire: Tu ne peux même pas changer ton adresse au service des immatriculations sans aller dans 4 bureaux différents, faire une demande et obtenir une approbation de ta banque, n'est-ce pas? Je ne peux rien faire avec mon permis de conduire. C'est fou. Ça se passe vraiment. Oui. Beaucoup de choses sont sans doute dues à la corruption ou à quelqu'un qui touche de l'argent sous la table. En Floride, certains payaient environ 200 dollars pour un permis de conduire, surtout pour les gros camions. C'était simplement de la corruption. C'était une personne au bureau qui prenait de l'argent. Il n'obtenait aucune approbation. Tu sais, l'État a sévi après, mais tu sais, ils en avaient déjà donné à plein de gens. Donc, t'as les deux faces de la médaille, n'est-ce pas? T'as l'activité criminelle et puis t'as le terrorisme. Et à quel moment décides-tu de ce que c'est? C'est très compliqué. C'est en quelque sorte, tu sais, un espoir que tu puisses peut-être apporter un peu de lumière, tu sais, avec, j'espère, les meilleures intentions dont je crois que tu fais preuve. Tu sais, quand les gens essaient d'analyser le terrorisme, n'est-ce pas? Et cela vient généralement plutôt de la gauche. Tu sais, si tu veux, c'est là sur ce cercle qui était autrefois une ligne, n'est-ce pas? Tu sais, il y a toujours une raison, n'est-ce pas, pour laquelle on peut blâmer les États-Unis, notre politique. Nous faisons beaucoup de choses horribles, tu sais, vraiment beaucoup de choses horribles partout dans le monde, n'est-ce pas? Mais il y a une tendance à essayer de trouver la raison, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Pouvez-vous en parler un peu? Je dis cela avec beaucoup d'affection pour le temps que j'ai passé au Moyen-Orient. Vous savez, cela n'a rien à voir avec le fait d'être arabe, musulmane, juif ou chrétien. Il y a une culture différente au Moyen-Orient, n'est-ce pas?
Même faire la queue pour prendre de la nourriture, par exemple. Les gens ne font pas la queue de la même façon. On se ferait un chemin jusqu'à l'avant, n'est-ce pas? C'est une culture différente. Elle a ses propres particularités, vous voyez. Pouvez-vous parler un peu de ce qu'est la culture du terrorisme qui est, vous savez, très spécifique? Qu'est-ce que c'est exactement? Et comment pouvons-nous apprendre aux gens à ne pas avoir comme première réaction? Eh bien, c'est à cause des États-Unis que les États-Unis gâchent tout partout dans le monde. C'est quelque chose que nous avons fait. Et pouvez-vous nous donner une idée de ce à quoi cela ressemble? Aussi, c'est une entreprise que vous décrivez. Je n'avais jamais vu le terrorisme ainsi. Je savais ce qu'ils faisaient et qu'ils étaient nombreux, mais je n'avais jamais imaginé qu'une personne s'occupait des comptes, pour savoir dans quels hôtels les loger, comment ils mangeront et où obtenir les infos. Et le dépliant, c'est quoi? Et comment leur apprend-on à être patient pour qu'ils ne perdent pas la tête alors qu'on les a endoctrinés à devenir mentalement instables? Tu vois, tu endoctrines une forme de folie, non? Qu'il vaudrait mieux mourir que vivre, n'est-ce pas? Parle un peu de la culture aussi selon ton expérience, tu sais, la culture du terrorisme. Oui, je veux dire, la façon la plus simple de l'expliquer que les gens peuvent au moins comprendre, c'est ce concept de califat islamiste, d'accord. Et donc, le dernier était l'Empire ottoman, ce à quoi les gens pensent quand tu dis califat islamiste. Oh, elle parle de quelque chose qui date de milliers d'années. Et c'était, tu sais, pertinent à l'époque de nos grands-parents, non? Donc, ce n'est pas vraiment comme ça. Les terroristes ont une mentalité médiévale et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est simplement rétablir ce califat. C'est la façon la plus simple de l'expliquer. Maintenant, ce sont les islamistes, d'accord? Donc, ce ne sont pas les musulmans ordinaires, ce sont les terroristes. Donc, nous parlons des frères musulmans sur le plan politique et ensuite nous parlons d'Al-Qaïda, de Daesh, du Hamas, du Hezbollah, etc. Donc, quand ils parlent de ce califat islamiste, il ne s'agira que d'eux. Donc, il n'y aura plus de chrétiens, il n'y aura plus de juifs, il n'y aura plus de druzes. Je veux dire, on pourrait continuer comme ça indéfiniment. Il n'y aura plus de personnes laïques. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Alors, il n'y aura plus de musulmans qui ne pensent pas comme eux. C'est comme, presque comme je te l'ai dit à Benghazi. Alors, ils tueront ta lignée, n'est-ce pas? Comme ça, ils n'auront plus de laïcs. Tu sais, ils tueront la police, l'armée, les juges, les avocats, etc. Parce qu'ils veulent que tout le monde adopte ce mode de vie et cette façon de penser extrême. Et malheureusement, nous l'avons vu en temps réel. Nous avons vu quand Daesh est arrivé et a vraiment pris des territoires. Et il contrôlait ces régions en Irak et en Syrie de cette façon. Ils sont même allés jusqu'en Libye. Sirte en était un bon exemple, n'est-ce pas? Tout le monde devait porter la burqa. Les filles de plus de 6 ans ont cessé d'aller à l'école. Ils ont mis cela en place très, très, très rapidement et il faut s'en souvenir. Et je pense que cela se perd en Occident. Donc, en Occident, on se dit, eh bien, la seule façon d'arrêter cela, c'est d'y aller et de sauver ces gens, comme s'ils oubliaient que les locaux se battent contre eux. Donc, lorsque Daesh a été vaincu en Irak, ce n'est pas parce que les États-Unis sont intervenus, c'est grâce aux Kurdes, n'est-ce pas? Quand Daesh a été vaincu à Benghazi, c'est parce que les locaux l'ont fait de leurs propres mains. Donc, il faut se rappeler que les musulmans combattent ces islamistes autant, voire plus, en fait 10 fois plus longtemps et 10 fois plus intensément que nous, toute la journée, parce qu'eux non plus ne veulent pas de ça. Mais les terroristes ont cette idée. Et on va y arriver, on va réussir à faire ça. Et c'est là-dessus qu'ils sont super concentrés dans leur tête. Le seul obstacle à cela, c'est que les États-Unis et Israël ont une influence sur le Moyen-Orient. Sans notre influence, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis rejoindraient notre califat islamiste, non? Ils se font un peu des illusions, non? Ils ont été endoctrinés d'une certaine manière et donc ils sont très concentrés sur une grande idée et nous sommes un obstacle pour eux. C'est la meilleure et la plus simple façon de le dire. Il y aurait encore à dire. Non, c'est vraiment utile. Et je pense que ce qui me frappe, c'est que, vous savez, et il se trouve que je suis, vous savez, une personne de foi. Donc, vous savez, très souvent, les gens aiment souligner que tout cela est à cause de la religion et qu'il n'y a pas de Dieu. Et que si ce n'était pas pour la religion, personne ne se battrait. En réalité, ce n'est même pas un concept religieux, ce qui se passe ici. En fait, vous décrivez quelque chose qui n'est pas dû à une structure religieuse, mais à une structure psychologique. Et c'est en dehors de l'islam, en dehors du judéo-christianisme, c'est même en dehors de toutes les autres branches du christianisme et du catholicisme dont nous pouvons parler. Et je pense que c'est un peu là que, vous savez, dans de nombreux cas, dans une tentative sincère d'accepter tout le monde et de laisser chacun vivre sa vie,
Oh, eh bien, c'est juste la façon dont certaines personnes pratiquent la religion. La religion est le problème, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème idéologique. Oui, ils utilisent avec la religion comme un outil pour t'influencer et te manipuler. Mais ce qui est intéressant, c'est que je lisais, tu sais, c'est juste un hasard. C'était un monsieur aux Émirats arabes unis. Il a fait un voyage en Occident et il est allé simplement à la mosquée locale parce qu'il voulait prier pendant son voyage. Et il a dit que c'était fou. Ils évoquaient ouvertement le djihad à la mosquée, bien que ce soit illégal aux Émirats arabes unis. Donc, ce qui est drôle, c'est que nous avons permis que cela se produise à cause de notre propre empathie suicidaire, je suppose. Mais si tu entres dans une mosquée dans ces autres pays, comme en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis ou à Oman, tu n'entendras ni ce langage, ni cette rhétorique, ni ne verras ce type d'endoctrinement. Tu ne vois pas ça. Tu n'iras pas dans une mosquée à Benghazi maintenant pour être endoctriné, je te le promets. Alors pourquoi le permettons-nous? C'est très étrange et nous sommes devenus un peu laxistes à ce sujet. Nous avons des partenaires, ces gouvernements peuvent nous le dire. Voici le cadre et nos méthodes ainsi que nos raisons. Pourtant, nous ne prenons même pas la peine de les écouter ni d'apprendre d'eux, alors qu'ils agissent correctement. C'est très préoccupant. Quand vous avez parlé de Benghazi et de la façon dont la société a évolué après le terrorisme, cela m'a réconforté de croire qu'il existe une autre issue, n'est-ce pas? Il y a une issue. Ce qui m'a préoccupé, c'est où sont passés ces terroristes? Ils n'ont pas cessé d'être terroristes. Ils ont juste quitté Benghazi. Où sont-ils allés? Bien sûr, donc oui, le bon côté avec Benghazi, c'est que c'était une ville opposée au terrorisme, donc c'était un bon point de départ. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait la guerre civile et ils sont allés quartier par quartier, ce que les gens n'aiment pas dans d'autres pays apparemment, et ils les ont combattus. Donc, en fait, environ 50% d'entre eux sont morts sur le champ de bataille, ce qui est fou. Je dirais qu'environ 10% d'entre eux sont détenus, puis peut-être 15%, et ensuite les autres, peut-être 35%. Oui, comme tu l'as dit, ils se sont un peu dispersés dans la nature. Maintenant, il y a un petit pourcentage qui a quitté le terrorisme, mais c'est vraiment un très petit pourcentage. Et puis le reste est parti de l'autre côté de la Libye, donc ils sont un peu dans la région de Tripoli. Ils ont rejoint d'autres groupes, certains sont partis. Il y en a une douzaine en Turquie, d'autres en Europe. Et puis, bien sûr, maintenant, ils se déplacent à nouveau vers l'Afghanistan, donc ils se multiplient et très souvent, ils se déplacent vers la prochaine zone de guerre. Donc, au début, ils sont juste allés en Syrie, comme tu peux l'imaginer. Maintenant, ils vont tous à nouveau en Afghanistan parce que c'est la nouvelle base du djihad. Donc, ces terroristes vont se déplacer constamment. Je connais des terroristes qui sont allés de Bosnie en Afghanistan, en Algérie, en Irak, en Syrie. C'est fou. Ils ont besoin d'aller au prochain djihad dans leur esprit. Pouvez-vous décrire un peu ce qui se passe à l'intérieur des universités américaines et la question très complexe du financement d'une idéologie qui commence en fait à diviser les États-Unis et à nous faire vraiment perdre de vue d'où viennent les menaces? Qui est du côté du bien contre le mal? Et je ne veux pas simplifier les choses à ce point en parlant simplement de bien et de mal, mais vous savez, comme vous le décrivez, il y a une idéologie qui ne veut pas que les gens vivent en harmonie les uns avec les autres, ils veulent un mode de vie très spécifique et contrôlé. Pouvez-vous décrire comment cela s'infiltre dans nos systèmes scolaires? Vous venez de dire spécifique et contrôlé. C'est aussi, vous savez, oui, c'est une façon douce de le dire. C'est une façon douce de le dire. J'essayais de ne pas utiliser un langage incendiaire. C'est difficile si vous êtes dans un environnement où il peut y avoir une certaine forme d'endoctrinement ou de radicalisation à ce sujet, parce que vous n'allez pas admettre que ça arrive, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne tomberai pas dans un piège comme ça. C'est difficile à définir, car il est compliqué de pointer du doigt des personnes ignorantes de la situation, mais qui s'engagent tout de même dans cette voie. Les acteurs étrangers qui influencent notre université, ils investissent de l'argent et ensuite cela leur donne des postes. Ils peuvent influencer le programme, ils peuvent ouvrir différents types d'institutions sur le campus, là où l'influence touche la plus jeune génération. En les influençant maintenant, ils penseront comme nous, agiront comme nous et nous aideront. En grandissant, vous savez, Daesh recrute beaucoup dans les programmes d'ingénierie, n'est-ce pas? Donc, ils savent que c'est le moment clé pour recruter les plus brillants, les plus influents, voire même des personnes un peu aisées. Mais ils ciblent effectivement les institutions riches.
parce qu'ils vont devenir quelqu'un. Et quand ils deviendront quelqu'un, ils pourront répéter nos arguments et ils seront influencés par nous. Et maintenant, nous avons un peu de contrôle et ils ont une opinion positive de nous. C'est très intelligent, mais il est difficile de faire admettre aux universités que cela se produit parce qu'elles veulent cet argent. C'est tellement d'argent, ça finance beaucoup de, vous savez, de recherche. Ça les aide à se développer et c'est quelque chose de très difficile à gérer, j'ai remarqué. Pourquoi les terroristes recrutent-ils des étudiants en ingénierie dans nos universités? Oui, donc ils se concentrent sur les ingénieurs parce que les ingénieurs pensent différemment. Les créatifs, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre eux viennent de familles plus aisées, ce qui leur donne une certaine influence. Et puis, bien sûr, il y a aussi la fabrication de bombes. Donc, n'importe qui peut fabriquer une bombe, n'est-ce pas? Nous trois, on pourrait rester en ligne pendant 30 minutes et fabriquer une bombe. Mais comment aller plus loin, n'est-ce pas? Comment faire autrement? Comment essaies-tu de nouveaux produits chimiques? Comment procèdes-tu autrement? Ils cherchent donc ce type de profil. Et ils ne vont même pas forcément prendre l'ingénieur pour en faire un fabricant de bombes. Ils peuvent prendre l'ingénieur et maintenant ils fabriquent de faux passeports. Il y a plein d'ingénieurs qui fabriquent de faux passeports. Ils apprécient seulement l'intelligence et la réflexion. Beaucoup pensent que les terroristes sont des gardiens de chèvres, peu éduqués et vulnérables, simplement recrutés ainsi. Mais non, en réalité, ils préfèrent se concentrer sur l'élite. Réfléchissez-y. Si je recrute ce gars d'Arabie Saoudite, il vient d'une famille très riche. À peu près tout le monde le connaît. Il a toujours eu d'excellents résultats scolaires et travaille aujourd'hui pour moi, Al-Qaïda. Personne ne soupçonnera d'emblée son appartenance à Al-Qaïda. Il possède toutes les relations nécessaires. Les gens se trompent sur le 11 septembre et réagissent par un Oh, leur lien, c'est le gouvernement saoudien. Mais non, c'était des enfants de riches. Ils connaissaient énormément de gens dans leur propre société grâce à qui ils étaient. Ils avaient des relations et des connexions qui existaient bien avant qu'ils ne deviennent membres d'Al-Qaïda. Et les terroristes profitent énormément de cela parce que l'influence est tellement importante. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de tirer avec une arme, il faut de l'influence politique. Il faut acheter sa place dans ces sociétés. Et c'est exactement ce que fait la Chine, mais elle le fait différemment. Donc la Chine, par exemple, va se dire, bon, je veux exercer de l'influence. Ils ne vont pas d'abord essayer d'influencer le bureau du président. Ils vont aller dans les chambres de commerce locales, devenir membres, commencer à acheter des terres et à nouer des relations. Les terroristes font exactement la même chose parce qu'ils savent qu'ils doivent être dans ces systèmes et ces sociétés spécifiques pour légitimer qui ils sont. Je me demandais si nous pouvions aborder deux sujets. L'un d'eux est le syndrome de la Havane. Je sais que tu as une expérience très intéressante dont j'aimerais entendre parler, mais justement aujourd'hui, une journaliste qui enquêtait sur Epstein a déclaré qu'elle avait dû fuir sa maison au Nouveau-Mexique parce qu'elle était la cible de ce qu'elle a décrit comme des effets très similaires à ce qu'une arme à énergie pourrait provoquer. Peux-tu réagir à cela? Peut-être que si les gens ne comprennent pas le syndrome de la Havane, explique ce dont il s'agit. Bien sûr. Donc, le syndrome de la Havane est un terme relativement récent, apparu lorsque beaucoup d'agents de la CIA et du département d'État ont ressenti cela à la Havane. Je ne sais plus exactement, c'était il y a 8 ou 9 ans. Mais en réalité, cela remonte vraiment aux années 50, lorsque nous avions une ambassade en Russie et que les Russes ont commencé à nous cibler avec ces armes, qui sont en réalité des sortes d'impulsions. Donc, c'est comme, vous savez, si vous faites juste un petit geste, n'est-ce pas? Vous vous tapotez, tac, tac, tac. C'est une impulsion continue et simple. Eh bien, ces impulsions arrivent à des moments et à des vitesses différentes. Et ensuite, elles perturbent votre système nerveux parce qu'elles l'atteignent d'une manière qu'il n'a jamais connue auparavant. C'est la façon la plus simple d'expliquer ce que ressentent les gens. Lorsqu'il reçoit ces impulsions, cela affecte le système nerveux central et influence diverses choses. Donc, beaucoup de choses peuvent ressembler à ce que vous ressentiriez si vous aviez une méningite, comme, vous savez, le fait de ne pas pouvoir organiser vos pensées. C'est comme si vous aviez un brouillard mental. Vous oubliez des choses. Et puis, ça peut devenir plus extrême au point où vous pensez à faire un pas, mais votre cerveau ne lui envoie pas le signal de bouger. Donc, malheureusement, il y a différents degrés où les gens ne peuvent plus travailler, vous ne pouvez plus réfléchir, vous ne pouvez plus rester concentré, vous ne pouvez tout simplement plus travailler. Parfois, il est impossible de rester concentré 1 heure car le système nerveux central est gravement atteint. Nous savions depuis longtemps que la Russie faisait cela et que c'était caché.
ensuite à La Havane, puis cela s'est produit à Vienne et dans quelques autres endroits. Comme en Asie, tellement de personnes ont commencé à le signaler. Le gouvernement ne pouvait plus vraiment le dissimuler, mais ils n'ont pas non plus trouvé de réponse. Donc, ils ne veulent pas dire que c'est la Russie, même si c'est la Russie, parce qu'ils ne veulent pas aggraver un conflit. De plus, le syndrome de la Havane est officiellement connu sous le nom d'incidents de santé anormaux. Oui. Je dis ça, vous savez, à moitié en plaisantant. Vous savez, pour beaucoup de femmes qui ont le Covid long, la ménopause et des maladies auto-immunes, nous avons tous ces symptômes. Et des vies. Nous n'avons pas le syndrome de la Havane, mais ce sont les symptômes de quelque chose qui a déréglé votre système nerveux, n'est-ce pas? D'une manière très difficile à cerner, très difficile à diagnostiquer, très difficile d'en déterminer la cause et très difficile à traiter. Donc, on essaie un peu de traiter tous les symptômes, mais c'est vraiment ce que c'est. C'est une étiologie inconnue, n'est-ce pas? Oui, donc les effets les plus bénins et les moins graves du syndrome de la Havane ressemblent à un long COVID ou à la maladie de Lyme. Mais à cause de qui a été ciblé et de la façon dont ils ont été ciblés, et parce qu'ils ont été ciblés de manière beaucoup plus extrême, dans les pires cas, ces personnes ne peuvent plus faire les gestes du quotidien, ni penser, ni bouger. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de remède ou de solution. Donc, le gouvernement est passé de l'appeler le syndrome de la Havane à des incidents de santé anormaux dans le but de brouiller les pistes parce qu'ils essaient de faire croire qu'on ne sait pas si c'est un acteur étranger. Eh bien, cela a visé nos meilleurs éléments. Et cela a visé des personnes qui ont passé des années à l'étranger. Tu n'es pas délirant. Tu sais qui est l'ennemi. Tu sais quand quelque chose t'arrive directement et t'affecte. Tu sais quand quelque chose a changé. Et quand cette arme te frappe, tu le ressens physiquement et tu le sais. Ce n'est pas comme l'une de ces choses où, tu sais, quand tu t'endors et qu'il y a un tremblement de terre en Californie, tu te demandes qu'est-ce que c'était. Tu ne sais pas ce que c'est au début. Là, tu sais que tu es touché par quelque chose. Donc, ce n'est pas pareil. Tu n'as pas le bon sens. Donc, le problème, c'est que si tu es victime de ça, réfléchis-y. Tu as un gouvernement qui n'est pas honnête à ce sujet. Il ne te donne pas le traitement dont tu as besoin. Tu dois être cantonné à seulement certains programmes de traitement. Et même dans ceux-là, ils n'écrivent pas tout. Ils orientent même ce qui est consigné. Tu ne peux pas sortir et obtenir n'importe quel soin médical. Longtemps, ces agents n'avaient même pas accès aux soins de santé. Heureusement, il y a eu quelques changements à ce sujet, mais c'est le genre de choses qu'on fait semblant d'ignorer alors qu'on sait très bien. Tu sais, la Russie a ciblé nos meilleurs éléments dans notre communauté du renseignement, dans notre communauté diplomatique, dans l'armée. Peu importe s'ils étaient républicains ou démocrates, s'ils étaient brillants, ils étaient une étoile montante. Ils travaillaient sur la Russie, ils les ont pris pour cible, donc c'est un peu quelque chose qui plane au-dessus d'eux. Et comme tu peux l'imaginer, les victimes se sentent complètement ignorées. Elles ont l'impression de ne pas avoir reçu de traitement. Il n'y a même pas vraiment d'effort de la part du gouvernement pour trouver de nouvelles façons de les soigner, essayer différentes approches ou faire appel à des communautés scientifiques ou médicales compétentes pour améliorer un peu leur vie. Donc, ils se sentent vraiment laissés de côté. Donc, c'est un problème constant. Et encore une fois, le gouvernement a dissimulé beaucoup de choses. Donc, même si vous dites, je vais faire une demande FOIA pour obtenir toutes les informations sur le syndrome de la Havane et les examiner moi-même, les dossiers ne sont pas complets. Vous ne pourrez pas faire une bonne évaluation, même avec tous les dossiers du gouvernement, car ils les ont trafiqués. C'est triste, mais c'est la vérité. EPS. Le gouvernement a trafiqué les dossiers. Oui, Ce dont nous parlons, c'est d'une sorte d'impulsion provenant d'une arme dont nous ne comprenions pas la nature. Beaucoup de controverses entouraient la question: faut-il un énorme camion pour générer cette impulsion micro-ondes? Est-ce assez compact pour être portable? Comment le déploie-t-il? Il y avait beaucoup d'incertitudes concernant l'aspect technologique de la façon dont cela arrivait aux gens. C'est comme dans Star Trek, avec une arme bizarre qui fait piou-piou, je l'imagine ainsi. Parce que c'est ce nouveau type de technologie dont nous n'étions pas vraiment sûrs. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur, vous savez, la façon dont elle était déployée, comment elle pouvait impacter les gens. Donc, leurs symptômes n'étaient pas non plus compris parce que nous ne comprenions pas la technologie qui leur faisait ça. oui, je pense qu'en partie, ils ne voulaient pas connaître tous les détails. Pour être très honnête, parlons simplement de la Havane. Donc, dans cet hôtel, seules certaines personnes ont été ciblées, pas tout le monde. Il y avait aussi des hôtesses de l'air sur place.
Donc, ça veut dire que ça peut simplement être de l'autre côté du mur de la chambre. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un camion dehors. C'est au moins d'une taille qui permet de le placer dans la pièce située de l'autre côté du mur. C'est une compréhension de base. Mais oui, ils aiment faire comme si nous ne savions pas. Nous ne savons pas d'où cela vient. Et puis, beaucoup de gens ne prennent pas ça au sérieux. Quand j'ai quitté la CIA, je suis en fait allée travailler pour JetBlue. Et je leur ai dit, j'ai dit, hey, votre équipage séjourne dans cet hôtel. Ce syndrome de la Havane s'est produit là-bas. Je leur ai dit que c'était dirigé et n'affecterait pas leur équipage, mais pourquoi risquer? Ils ont donc interdit à leur équipage d'y séjourner. Au moins, certains comprennent que c'est une menace. Pourquoi exposer mes gens à ce danger? Le gouvernement américain se contente de les renvoyer dans ces milieux menaçants sans résoudre le problème. Je connais beaucoup de gens qui ont quitté la CIA pour éviter ce risque. Désolée, tu as travaillé chez JetBlue comme hôtesse de l'air. Oui, Tu étais pilote? je n'étais pas hôtesse de l'air, mais dans le service de sécurité, je ferais une super hôtesse car je suis très sympa. Je veux dire, j'aimerais que tu pilotes l'avion. J'ai envie que tu vois tout. Non. J'ai déjà piloté sur Dave Buster's et je n'ai fait que crasher un avion. Tu ne veux vraiment pas que je pilote l'avion? David Foster's. Avez-vous une réaction à propos de cette femme, une journaliste, qui dit avoir été prise pour cible? Est-ce que des gens sont pris pour cible sur le sol américain? Devons-nous nous inquiéter du fait que cela soit désormais vendu dans le commerce, ou transportable et capable d'attaquer? Ou, vous savez, potentiellement, des personnes qui disent des choses que quelqu'un ne voudrait pas qu'elles disent pourraient être attaquées? Oui, voilà ce que je sais. Oui, il y a eu des cas de ciblage sur le sol américain, notamment à Washington, D.C. À mon avis, c'est transportable, donc cette question peut être écartée. On peut être ciblé partout. J'ai eu un ami touché par cela l'été dernier. Il était à Vienne où l'on sait que cela arrive. Et je pense qu'il visait la personne qui était avec lui. Donc, ils font des erreurs. Et donc, je pense qu'il a été touché à la place de cette personne. Donc, c'est un autre élément à prendre en compte. Quelqu'un qui se trouve à proximité de cette personne peut être touché. Maintenant, voici la partie. C'est difficile dans ce cas. Alors, souvenez-vous, c'était russe. Eh bien, au fil des années, ça s'est répandu, mais maintenant la Chine l'a. Et puis, qui c'est qui l'a à partir de là? Donc, l'autre point négatif, c'est que maintenant, vous pouvez dire, je crois avoir été touché par le syndrome de la Havane. Qui est l'acteur hostile? C'est plus difficile à identifier car la Russie n'est plus seule à posséder cette arme. Et comme nous n'avons pas pris le temps d'approfondir et d'examiner la question, je ne pense pas que notre gouvernement sache qui possède désormais cette arme. Et c'est inquiétant. Et puis, bien sûr, il est probable que nous ayons aussi cette arme, car on dit que nous en avons acheté une sur le marché noir. Nous avons sans doute aussi une arme. C'est frustrant de dire je ne connais pas l'histoire de cette journaliste. Alors, mais qui aurait pu être un acteur hostile si c'est vraiment le syndrome de la Havane? Et ça, c'est plus compliqué. On ne peut plus simplement supposer que ce sont les Russes. Sans vouloir raisonner comme une généticienne, il est aussi possible qu'il n'y ait pas d'arme particulière. Il pourrait y avoir un autre système de diffusion. Cela pourrait être une molécule de signalisation qui s'active, ce qui signifie que cela pourrait être quelque chose qui est ingéré, inhalé ou placé d'une manière ou d'une autre, de sorte que ce soit dans votre organisme. Et il y a un signal qui s'active et déclenche cette cascade. Il pourrait y avoir plusieurs choses. Rappelez-vous, on se base tous un peu sur l'ancienne ambassade américaine à Moscou. J'essaye d'être créative et de décrocher un poste chez vous. Il pourrait y avoir 5 autres facteurs affectant votre système nerveux car personne ne s'y est penché. Ils ignorent les autres causes possibles. Ah, comme tu le dis, c'est plausible. Voilà le problème avec le fait de le cacher. Vous n'avez pas fait le travail, donc nous ignorons ces réponses. Je déposerai mon rapport sur votre bureau demain matin. J'ai hâte de le lire. Qu'est-ce qui devrait encore nous inquiéter et qu'on n'a pas encore abordé? Oh là là! Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Conscient de. D'accord. Je pense plutôt qu'il est toujours important de savoir ce qui pourrait se passer près de moi et ensuite de s'y préparer. Donc, je vis en Floride. Alors, bien sûr, se préparer aux ouragans, c'est vraiment important. Et puis, nous savons qu'il y a déjà eu des repérages terroristes parce que les terroristes de Daesh l'ont fait. Ce sont toutes ces petites choses auxquelles on pense et qu'on fait comme comment mieux se préparer si je ne peux pas joindre ma famille en cas de crise? Quel est notre plan? Ce sont ces petites étapes. Ce qui m'inquiète, c'est que les gens ne prennent même pas le temps de se préparer au sein de leur propre famille. Ou alors, ils font un plan qui repose entièrement sur le mari et maintenant il est au travail et tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait maintenant? Papa avait ce rôle.
Et je pense que c'est juste un peu plus et si ça arrivait, et si on était au cinéma et qu'il y avait des coups de feu, vous voyez, on entend des tirs, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez toutes ces discussions à l'avance, d'abord, vous n'avez pas peur quand ça arrive parce que vous avez un plan, vous y avez réfléchi, et ensuite, vous pouvez simplement continuer et profiter de la vie. Et quand quelque chose ne va pas, alors vous pouvez filer vite fait parce que c'est ce que vous savez, vous voulez faire. Vous ne voulez pas rester dans une situation qui vous met mal à l'aise. Réfléchissez-y. Si vous entrez dans un bar et qu'il n'y a que des motards, je pourrais être curieuse et poser des questions, même si je sais qu'ils ne répondront pas, mais il est probable que je parte, même si je suis vraiment, vraiment curieuse. J'adore être curieuse. Je pars car je ne me sens pas à ma place ici. Ils m'ont tous regardé de travers et ignorent qui je suis. Ils doivent penser, qui est cette journaliste folle? Donc, c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Il faut juste se retirer d'une situation quand on y est, mais tu sais, vivre ta vie quotidienne comme elle vient. Maintenant, si je suis dans un endroit, par exemple, si je fais partie d'une église ou autre, et que je remarque qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils ne font pas, je vais dire, eh, vous devriez le faire comme ça, ou avez-vous pensé à ça? Ou avez-vous envisagé cela? Un très bon exemple, c'est que dans beaucoup de ces incidents de repérage, la même question revient. Diffusez-vous en direct? Je vais dans des églises et dis, si vous diffusez en direct, mettez simplement un différé de 30 minutes. Si un terroriste veut une diffusion en direct et que vous n'êtes pas une église qui diffuse en direct, vous pourriez être retiré de la liste des cibles. C'est simple. Donc, plus nous sommes informés, mieux nous pouvons nous protéger et moins nous avons à nous inquiéter. Vraiment bien dit. C'est aussi un point très intéressant. Te sens-tu moins effrayé? Tu sais quoi? J'ai beaucoup de choses auxquelles je pense et je n'ai personne à qui en parler. Alors je suis vraiment content que Sarah soit là. Et une autre chose à laquelle je pensais, c'est est-ce que TikTok est un système de manipulation psychologique conçu par la Chine pour contrôler la jeunesse et leurs opinions? Genre, à quel point on devrait s'inquiéter que la plupart des jeunes passent 8 heures par jour sur une plateforme que la Chine désactive la nuit et qui, dans leur pays, est conçu avec du contenu éducatif et motivant. Le vrai TikTok est interdit en Chine depuis longtemps. Maintenant, ce qui est dangereux, peu importe la plateforme que tu utilises, c'est l'algorithme. Parce que si tu commences à t'engager sur l'une de ces voies, disons que je commence à m'intéresser au mouvement accélérationniste, d'accord? Comme ce qu'on vient de voir à San Diego. Maintenant, quand je commence à chercher tout ça, ce que j'ai fait récemment, c'est maintenant dans mon fil d'actualité. J'en reçois de plus en plus. C'est comme si l'algorithme m'endoctrinait presque alors qu'il ne l'avait même pas prévu, que ce soit sur X ou sur Instagram. Donc, même si la Chine a mis en place ce modèle d'une certaine manière, tu sais, ils n'en ont plus vraiment toute la propriété maintenant, mais ça se passe partout. Je trouve qu'en quelque sorte, les algorithmes sont dangereux, même si tu ne regardes pas de mauvaises choses. Donc, disons que tu n'as qu'un seul point de vue et que ton algorithme ne te montre que ça. Donc, ça ne fait que le renforcer et tu n'envisages jamais l'autre point de vue et tu ne vas jamais voir ce que dit l'autre camp. Par exemple, j'ai été démocrate pendant 20 ans et puis je suis devenue républicaine, je ne sais pas, depuis quelques années. J'ai travaillé dans tout le gouvernement, au Congrès et vu les deux côtés. Je suis donc douée pour comprendre les points de vue car je suis modérée. Mais si tu n'as qu'un algorithme qui te nourrit d'extrême droite, d'extrême gauche, de la propagande terroriste, peu importe ce qu'ils donnent à nos enfants, parce qu'il y a vraiment des choses folles auxquelles ils croient, ça ne fait que se renforcer encore et encore. Quand quelque chose est renforcé, c'est comme si on te répétait 3 fois, ça reste en tête. Difficile de revenir en arrière après ça. Et ils commencent doucement, tu vois. Ils vont te donner une vidéo qui n'est pas trop extrême et ils renforcent ça pendant quelques semaines. Et après ça, ça va un peu plus loin et encore un peu plus loin. Je pense qu'on ne verra jamais ce que je vais dire, mais j'ai toujours soutenu la transparence algorithmique où l'on pourrait régler une barre pour obtenir quelque chose de neutre. Je veux que mon point de vue soit renforcé. Je veux le point de vue opposé. Et tu devrais pouvoir voir visuellement un graphique ou un schéma ou un curseur quelconque pour dire, en fait, ton algorithme est penche de ce côté-ci. Parce que, tu sais, notre attention ne dure pas très longtemps. Il y a une sorte de formule de contenu en 6 ou 7 étapes là-dedans. Il te donne, pour moi, c'est voici un exercice d'entraînement que tu ne savais pas que tu faisais mal. Voici un complément à prendre. Voici un projet créatif, quelque chose que tu pourrais faire chez toi, mais que tu ne feras jamais. J'en ai vu un beau pour une lampe en béton que je demande à mon fils de réaliser. Voici un produit à acheter, puis un autre exercice d'entraînement. Mais cette fois, c'est une femme à peine vêtue. Ouais, exactement. Après, je me dis, oh, je dois acheter ça. Attends, je devrais vraiment, et il te garde dans cette boucle.
Deux animaux de compagnie improbables deviennent amis. Maintenant, je me sens super et je partage ça, ce qui me maintient dans cette boucle. Et je ne me rends pas compte qu'il y a un mécanisme conçu pour me distraire. Et si cela concerne l'idéologie, si cela concerne ce en quoi je devrais croire, que je n'aime pas mon pays, tout à coup, ça devient vraiment dangereux. Oui, et c'est compliqué parce que ces entreprises essaient de gagner de l'argent. Oui, certaines sont payées pour influencer, ce qui inquiète. On ignore quoi, où et quand, mais elles cherchent aussi à gagner de l'argent. Elles veulent donc l'indignation, la folie. Et c'est frustrant car elles ne seront jamais totalement transparentes, certaines étant impliquées dans des opérations d'influence ou similaires. Je pense vraiment que l'une des choses principales, c'est de s'en détacher autant que possible. La semaine dernière, j'avais une amie en ville qui n'est pas sur les réseaux sociaux et on l'a bombardée de questions, cette pauvre fille, comme si elle était une extraterrestre. Mais c'était fascinant parce qu'elle voyait le monde, en fait, de façon vraiment très claire. Elle était aussi informée que les gens bizarres sur Internet, mais ignorait la folie. On lui a parlé de théorie du complot, ce qui la faisait rire. Mais c'est comme, oui, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se détacher de tout ça parce que personne ne va corriger ton algorithme. Personne ne va te donner de bonnes informations. Ils veulent t'influencer. Et il faut juste être honnête à ce sujet. La plus grande peur que beaucoup d'entre nous ont, c'est que, tu sais, même si tu n'es pas parent, on a une génération sur laquelle on a fait une expérience horrible. On a dit, qu'est-ce qui se passe si on vous donne un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la colère, à la dysmorphie, aux problèmes de santé mentale, tu vois, au piège? Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qui se passe. Nous ne savons pas comment faire preuve de nuance. Nous, tu sais, nous avons des enfants qui ne savent pas faire la différence entre la vérité et la fiction. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'une étude a montré quelque chose, à moins que tu ne me montres les données brutes de cette étude et que je puisse alors la reproduire. Sans validation par d'autres études évaluées par des pairs, je ne me soucie pas vraiment d'une seule étude rapportée sur Internet. L'étude aurait pu porter sur 3 personnes, elle aurait pu porter sur 3000 personnes. Et tout ce que les gens veulent faire, c'est transmettre ça. Voici une information qui renforce ce que je crois. Et maintenant, je vais l'envoyer à tout le monde que je connais, n'est-ce pas? Ce n'est en fait pas ce que nous voulons que la prochaine génération d'enfants pense ou vise. Oui, et c'est quelque chose de très compliqué parce que aussi quand on dit qu'on va résoudre ce problème, n'est-ce pas? Qu'on va combattre quelque chose comme la désinformation. Ensuite, on introduit opinion politique, suppositions et préjugés, mais on ne peut pas résoudre le problème ainsi. Donc, c'est presque comme si le détachement était la clé, ce que je sais être compliqué parce que ces enfants deviennent, enfin, c'est une addiction. Et puis, tu es plus intelligente que moi. Sortir quelqu'un de n'importe quelle addiction est tellement compliqué. Donc moi, c'est tellement difficile pour les parents en ce moment. C'est un combat difficile, mais ils doivent le mener. Et parfois, j'ai l'impression que les gens se battent, se battent, se battent, puis ils abandonnent, comme si ça n'en valait pas la peine. Je pense que ce n'est pas la bonne façon de gérer. Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Comment fais-tu pour que ça ne définisse pas toute ton identité? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait dans le Midwest pour que tu puisses vivre normalement en sachant tout ce que tu sais? C'est vrai, je ne le trouve pas effrayant car tu sais, il y a des choses mauvaises partout dans la vie. Tu vois, il y a plus de chances que je me fasse renverser par une voiture et que je meure plutôt que de me faire tirer dessus par des terroristes, non? Donc je suppose que je ne m'inquiète pas vraiment de cette peur-là. Donc je ne reste pas là à stresser ou à me bouleverser à ce sujet. J'essaye de partager. J'aime vraiment me concentrer sur la préparation des gens parce que plus tu en sais, plus tu es prêt quand quelque chose arrive. Ou même si tu entends juste un boom, si j'entends un boom, je me tire de là tout de suite. Tu ne vas pas être cette personne curieuse à te demander qu'est-ce que ça pourrait être là-bas, n'est-ce pas? Mais ça pousse les gens à penser différemment. Donc, j'aime vraiment me concentrer là-dessus. Mais j'ai une vie normale au quotidien. Malheureusement, j'ai perdu mon chien. Mon chien était pratiquement celui avec qui je passais tout mon temps, mais il est mort de vieillesse. Mais je me déplace en vélo électrique. Vous savez, je vais au marché de producteurs du coin le week-end. Ma vie est tout à fait normale et c'est comme ça que tous les Américains devraient vivre. On ne peut pas vivre dans la peur, mais connaître les menaces qui existent, c'est au moins utile parce qu'ainsi, on peut s'y préparer. Donc, si quelque chose de grave arrive, je pourrais rester chez moi pendant une semaine ou deux, d'accord? Je peux me confiner. Je suis prête. Vous savez, je sais comment me défendre et me protéger si j'en ai besoin, et je pense que c'est vraiment une bonne situation à avoir. Ensuite, on peut profiter du reste de sa vie.
Sarah, je t'ai trouvé sur Internet et je suis ravi d'avoir pu parler avec toi. Est-ce que j'étais dans la catégorie des femmes sexy ou dans celle des deux animaux de compagnie qui ne s'entendent pas? Dis-le nous. Je reçois aussi beaucoup de «Voici les menaces dans le monde». Donc toi, tu rentrais dans cette catégorie. Je voulais juste savoir dans quelle catégorie l'algorithme te plaçait. Oh mon Dieu, je l'adore. Sarah, ton podcast, The Watch Floor. Si vous aimez la façon dont Sarah parle, comme moi, et si vous appréciez la perspective qu'elle apporte, s'il vous plaît, allez écouter The Watch Floor. Où les gens peuvent-ils te suivre et te trouver sur Internet? Oui, The Watch Floor est bien sûr sur YouTube. Et puis, c'est aussi sur tous les autres réseaux. Tu sais, tu peux aller sur Facebook X. Et moi, je suis surtout sur Twitter sous mon nom, Sarah Adams. Je suis aussi sur d'autres sites comme LinkedIn, mais honnêtement, je n'ai jamais le temps de vérifier mes messages. Il faudra donc faire des efforts pour me retrouver. Sinon, on n'arrivera jamais à entrer en contact. Et je fais vraiment, vraiment de mon mieux, mais je passe mes nuits et mon temps libre à traquer des terroristes. Et je n'ai pas beaucoup de temps libre. En plus, j'ai maintenant un travail à plein temps, évidemment, comme toi avec ce podcast. Donc, j'apprends, j'aime être dans les coulisses. C'est un univers très inconfortable pour moi. Toi, tu es une star, donc c'est sûrement différent, mais c'est vraiment une transition difficile. C'est vrai. Non, c'est très difficile. Je voulais aussi faire un autre clin d'œil au livre que tu as coécrit avec Dave Benton Benghazi, No Thy Enemy, A Cold Case Investigation. Un livre vraiment, vraiment génial. Aussi parce que ça montre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi comment on enquête et comment on combat ce type de terrorisme. Donc j'apprécie vraiment le livre. Merci d'être ici. Et merci pour votre engagement. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous protéger, souvent d'une façon que beaucoup ignorent. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes comme vous, dont beaucoup resteront inconnus. Alors merci pour votre engagement et pour avoir risqué votre vie afin de protéger nos libertés. Merci. Merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui. Je ne dormirai plus. C'était ça le but? Vous avez amené Sarah pour que je reste toujours éveillée et abatte autant de travail. L'une des choses importantes que j'ai retenues de cette conversation, c'est la notion de tout peut s'arrêter. Il peut y avoir des situations qui surviennent, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou autres, où il n'est pas insensé de penser que nous devrons rester confinés chez nous pendant une semaine ou deux. C'est le message que tu as retenu. Oui, parce que je pense qu'il y a une forme de préparation que nous sous-estimons. Et chaque fois que je parle de «Hey, il faut qu'on se prépare un peu», tu dis que je suis un catastrophiste et que je veux construire un bunker. Et je pense qu'il y a une limite entre vouloir vivre sous terre pendant des mois hors réseau et comprendre que la construction de notre société est en réalité bien plus fragile qu'on ne nous l'a laissé croire. Et on est tellement habitué à la livraison le lendemain, maintenant même, le jour même. Je vais sur Internet, je commande toute ma nourriture sur Uber Eats, DoorDash ou ailleurs. Ce n'est pas une pub pour une entreprise où je suis tellement habitué à aller où je veux, quand je veux. Les restrictions et les obstacles dans nos vies sont plus faibles que jamais auparavant. Mais en fait, ce n'est pas réaliste comme modèle durable. Il y a des individus mal intentionnés, qu'ils soient externes ou internes. Il y a aussi des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre en Californie. Et je ne pense pas que la plupart des gens n'ont plus d'argent liquide. La plupart des gens n'ont pas d'essence dans leur voiture, la plupart des gens n'ont plus de provisions, de repas préparés ou d'eau en bouteille. Et je pense que c'est un peu illusoire, moi y compris, de croire que nous ne vivrons jamais une situation où il faudra être préparé. Je pense que Sarah pourrait avoir une activité secondaire très lucrative en vendant des kits d'urgence aux gens. Comme ça, après qu'elle vous ait dit toutes les choses dont vous devriez avoir peur, vous iriez simplement sur son site web, cliqueriez et diriez « Je suis une angoissée niveau 5 ». C'est quoi mon niveau 5? Quoi? J'ai besoin d'un kit niveau 5. Il y en a beaucoup, mais Instagram ne me les montre pas. Ça pourrait changer après cette conversation, car il m'écoute sûrement. Certaines entreprises vendent déjà des sacs d'urgence tout prêts, contenant par exemple des kits repas. Tu n'aimerais pas les repas et passerais ta journée à t'en plaindre. Ce sont des repas de camping, il suffit d'ajouter de l'eau chaude, prends ton kit pour faire bouillir l'eau. La chose qui m'inquiéterait le plus, Peut-être que pour mon anniversaire, on pourrait en avoir un de ceux-là. la chose principale qui m'inquiéterait, et je me tournerais vers Valérie et attends, si Dieu nous en préserve, il se passait quelque chose et qu'on devait, tu sais, rester ici.
Ce qui m'inquiéterait surtout, ce serait de t'entendre te plaindre de la nourriture. C'est la première chose. Pas ta santé, Pas ma santé. pas le syndrome de la Havane. Du pays. Je ne craindrais pas d'être touché par le syndrome de la Havane. Je m'inquiéterais plutôt que tu parles des microplastiques et de tout ça. Ces repas contiennent beaucoup de microplastiques, car tu ajoutes de l'eau chaude dans un sachet. C'est préoccupant, mais ce n'est que pour 2 semaines, pas toute ta vie. Non, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Regarde, elle a une franchise que je n'ai pas. Comme je l'ai dit, ce n'est pas mon cas. J'ai trouvé que c'était une partie drôle de cet épisode. Ce sont les qualités qui sont requises. Ce ne sont pas mes qualités. Et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas grave. Même si tout le monde est différent, je pense que nous le sommes probablement aussi. Parce que je suis à la hauteur, je suis assez intelligente et bon sang, les gens m'aiment. Les gens t'aiment aussi. Je pense qu'on est probablement l'émission la plus drôle à laquelle elle ait participé. Elle fait beaucoup d'émissions très sérieuses. Elle est très drôle. Elle est très drôle. Je ne connaissais pas ce côté d'elle. Certaines émissions où elle a participé sont très sérieuses, avec beaucoup d'éclairage d'ambiance. Elle est... Oui, moi, j'ai dû remettre en question sa définition de drôle. Oui, ce n'était pas drôle. Je ne voulais pas la corriger, mais au sens familier, je comprends. Genre, oh, et c'était drôle, mais rien à propos de ça. J'imagine juste, tu sais, même sur la jaquette intérieure de son livre, tu la vois et c'est comme, la voilà devant, je ne sais pas si c'est l'ambassade. Et elle a juste l'air heureuse, tu vois, et elle est très à l'aise, tu sais, avec le fait de vivre dans une culture complètement différente et de se placer dans un monde totalement différent pour recueillir des informations. Elle a besoin de sa propre émission télé. Par certains côtés, mais pas toujours. Parfois, tu es très perspicace et d'autres fois, tu es assez crédule. Alors, j'imagine juste ton personnage au cinéma. Je suis influençable. D'accord. C'est quelque chose que j'aime chez toi, mais j'imagine la version cinématographique de toi comme un espion, mais c'est plutôt une comédie burlesque où ils sont un peu maladroits, un petit peu. Non. Tu fais des allers-retours pour rencontrer la personne, mais elle n'est pas exactement au coin de rue où elle avait dit qu'elle serait, et tu te mets vraiment en colère. Tu vas les voir, ils disent que cette personne n'est pas importante. Tu réponds que non, bien sûr. Je pense à Melanie Griffith dans un film qui s'appelle Stranger Among Us, un clin d'œil à Howard Z. Rosenman, qui a produit ce film. C'était Mélanie Griffith armée disant « Ne bougez plus ». C'était génial. Je me suis dit que je voudrais ça, je pourrais être elle. Je jouerais Sarah si elle me le demandait. Je la jouerais dans la version cinématographique de sa vie. Si vous êtes encore là à ce stade de l'épisode et que vous voulez plus de Mayim Bialik's Breakdown, vous pouvez retrouver ce genre de discussion et d'analyse sur Substack, Mayim Bialik's Breakdown sur Substack. De notre breakdown à celui que nous espérons ne jamais avoir. On se retrouve la prochaine fois. It's Maya Bialik's Breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD.